Bienvenue Monsieur Epo, je suis ravi de vous accueillir au sein de la Collegia. Donc alors on va commencer par une petite présentation et ensuite on passera aux différentes questions qui sont prévues pour l'interview. Donc Frédéric Epo est directeur de recherche au CNRS, au sein du laboratoire Archéologie et Territoire. Donc il est spécialiste reconnu des techniques de charpenterie médiévale. Il s'intéresse à l'évolution des charpentes romanes et gothiques, à l'usage du bois d'œuvre et à la gestion des forêts au Moyen-Âge. Ses recherches croisent aussi l'archéologie expérimentale et l'ethnoarchéologie pour éclairer l'architecture carolingienne en bois. Auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont la charpente de la cathédrale de Bourges et la construction en pans de bois avec Clément Alix, il apporte un regard unique sur les savoir-faire des bâtisseurs et l'histoire matérielle du patrimoine. Donc on va commencer dans une première partie par vos recherches actuelles. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Est-ce que vous a conduit à vous spécialiser dans l'archéologie du bois et des charpentes médiévales? Bonjour, alors j'ai un parcours un peu particulier puisque je viens de la science. En fait, j'ai fait une licence de biologie-géologie dans un premier temps, puis ensuite une licence d'histoire et d'archéologie qui m'a entraîné vers un doctorat sur les techniques de charpenterie romaine et gothique en Normandie. J'ai aussi en parallèle eu des expériences en chantier de restauration puisque dès l'âge de 19-20 ans, j'ai monté une association pour restaurer, sauver une église qui était abandonnée, donc ce qui m'a amené à restaurer sa charpente, qui était une charpente du XVe siècle. Et du coup, à travers la restauration de cette charpente, je me suis rendu compte que il n'y avait pas donc, très peu de travaux sur les charpentes médiévales, sur les charpentes anciennes, ce qui m'a amené à me spécialiser au cours de mes études sur ce sujet et puis à développer notamment ce doctorat sur la Normandie, puisque voilà, je suis normand. Et puis par la suite, voilà, j'ai eu des expériences en archéologie expérimentale où on a, avec la collaboration d'autres archéologues, reconstruit des charpentes du Haut Moyen Âge. Et puis voilà, de fil en aiguille, voilà, je suis atterri, j'ai atterri au CNRS et où j'ai continué ces recherches en faisant aussi de l'ethnoarchéologie, c'est-à-dire en étudiant les techniques de charpenterie de bâtiments ruraux d'aujourd'hui, c'est-à-dire du 19e, 20e siècle, mais qui ont véhiculé à travers les siècles des techniques de charpenterie beaucoup plus anciennes. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos principaux axes de recherche au CNRS actuellement? Eh bien, je continue toujours sur les charpentes médiévales. Je viens d'achever une grosse étude de la charpente de la cathédrale de Sens, qui fait suite à de nombreuses autres études de charpente de cathédrale, puisque j'ai étudié les charpentes, les charpentes du 12e, 13e siècle, je tiens à préciser, ce sont vraiment des charpentes très anciennes, sur les cathédrales de Rouen, de Lisieux, de Bayeux, de Bourges, de Poitiers, de Tours, et là aussi bien sûr de Notre-Dame de Paris, et aussi donc là de Sens. Donc en fait, ça complète tout en axe de recherche sur les très grandes charpentes gothiques, à savoir celles des cathédrales, mais aussi d'autres grands édifices comme des granges cisterciennes, ou aussi des grandes églises abbatiales, où en fait on a des techniques de charpenterie qui sont très particulières, et parce que justement on a affaire à des édifices et des constructions qui sont un peu hors normes. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment se fait concrètement une étude d'une charpente médiévale? Quelles sont les méthodes que vous employez, ce genre de choses? Alors, pour étudier une charpente médiévale, on utilise les techniques de l'archéologie du bâti, c'est-à-dire qu'on pratique des relevés. Alors, ce sont des techniques de relevé qui sont adaptées aux dimensions de la charpente. Donc, on peut faire des relevés manuels, mais aujourd'hui, voilà, on utilise le scanner, qui est quand même beaucoup plus pratique, plus sécurisé. Mais quand on utilise un scanner, cela n'interdit pas, et surtout ce qu'il faut faire, c'est compléter ce relevé au scanner Ouais. par des relevés manuels. C'est-à-dire, là, on est obligé de grimper dans le charpent, de faire de l'escalade, et pour pouvoir regarder de très près les assemblages, les marques d'assemblage, regarder, trouver et relever aussi tous ces toutes petites traces qui sont laissées par les charpentiers, notamment les tracés de piquage, de lignage.
Bref, tous les indices liés aussi au levage, hein. Parfois, c'est des tout petits indices qui sont laissés sur les bois, mais qui permettent justement de reconstituer un peu tous les processus de levage. Bref, toutes les techniques de montage, d'exécution, de montage, mais aussi après de restauration de la charpente. Donc, il faut, à travers ce relevé, voilà, aussi avoir un regard sur le bois en tant que tel, c'est-à-dire que identifier les techniques de débitage, voire d'équarrissage, voir aussi la qualité d'équarrissage, parce que ça aussi, ça évolue au cours des siècles. Et à travers donc ces relevés, voilà, pouvoir ensuite faire traiter toutes ces données, faire de la DAO, c'est-à-dire du dessin appliqué sur ordinateur pour pouvoir produire des relevés, voilà, des coupes longitudinales, des coupes transversales, des plans de la charpente, pour pouvoir voilà, comprendre la structure. Et souvent, on complète cela avec des analyses dendrochronologiques, c'est-à-dire des datations des bois grâce à la dendrochronologie. Donc, c'est pas moi qui fais ça, mais c'est un laboratoire de dendrochronologie voilà, qui permet d'avoir des datations fiables donc des bois, qui bien évidemment complètent l'étude archéologique. D'accord. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur la charpente de la cathédrale de Bourges. Qu'est-ce que ce monument vous a appris de particulier? Alors, c'était un peu la première fois aussi avait la possibilité, grâce à des échafaudages, d'aller vraiment très très loin dans l'étude de la charpente, notamment à travers des analyses dendrochronologiques assez poussées, puisqu'on a fait plus de 300 échantillons sur l'ensemble de la charpente, ce qui a permis d'avoir un regard beaucoup plus affûté sur les bois utilisés pour le XIIIe siècle pour la construction de cette charpente. Donc, qui est quand même l'une des plus grandes charpentes à l'époque, hein, du Royaume de France, puisque voilà, c'est une charpente qui fait 100 mètres de long, 17 mètres de hauteur, donc vraiment quelque chose d'énorme et qui était parfaitement conservé. Et donc, cette étude a permis de comprendre quel type d'arbre était utilisé, d'avoir aussi un regard sur la sylviculture qui était pratiquée au XIIIe siècle, c'est-à-dire qu'à travers les études faites sur les bois, enfin les études dendro-archéologiques et dendrochronologiques, donc en fait, pour faire ça, on a mis en place avec les dendrochronologues un protocole d'études très, très précis pour pouvoir avoir des informations sur l'exploitation des arbres au XIIIe siècle, de façon à travers donc, tous les échantillons des bois qu'on avait pu avoir, euh, savoir en fait quel type d'arbre on avait, c'est-à-dire la hauteur du fût, la hauteur de l'arbre, les modalités de croissance de ces arbres, et à travers ces modalités de croissance, comprendre en fait le type de forêt qui est exploité. Et à travers ces gestions forestières, ben, avoir voilà, un regard beaucoup plus précis sur les forêts du XIIe, XIIIe siècle. Et à travers aussi l'approvisionnement de ce chantier, qui a duré quand même pas mal d'années, euh, ben, de comprendre aussi ben, la gestion d'un grand chantier au XIIIe siècle. C'est-à-dire comment on approvisionnait un chantier où il fallait abattre près de 1000 arbres, 1000 chênes. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, donc ça a été bien évidemment anticipé longtemps avant. Et petit à petit, tout coup, on a eu des coupes de battage très sélectionnées, dans des parcelles très précises, où on avait un type de peuplement très précis. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'on a pu comprendre qu'on avait affaire à des forêts qui, au XIIIe siècle, étaient gérées sur le mode du taillis. Voilà. Donc en fait, c'est des tailles de chêne, donc c'est un type de sylviculture qui a disparu hein, depuis le Moyen Âge, hein, qu'on ne pratique plus, en tout cas pour la charpenterie, mais qui permettait d'obtenir des bois d'œuvre de très très grande qualité, parfaitement adaptés aux techniques d'équarrissage médiévales et aussi parfaitement adaptés au type de charpente qu'on voulait faire, à savoir des charpentes qu'on appelle à chevron formant ferme. Donc ce sont des charpentes qui sont très fines, hein, très, très flexibles aussi dans leur structure. On a des bois qui sont très fins, hein, qui sont jeunes, des chênes qui ont à peu près, qui avaient, en tout cas pour Bourges, une cinquantaine d'années, et qui étaient de très faible diamètre.
mais surtout aussi avec des croissances très rapides. Donc en fait, c'est des taillis, c'est-à-dire que ce qu'on a appris vraiment pour la première fois, bon, on le savait hein, après avec d'autres études que j'avais pu faire auparavant sur d'autres cathédrales, où on avait énormément d'indices qui permettaient de savoir qu'on avait affaire à des taillis de chaîne, mais là, avec Bourges, on a pu avoir la certitude. Puis là, récemment, avec la cathédrale de Sens, le Charpent de Sens, on a pu de nouveau avoir aussi des données prouvant qu'on a affaire à des tailles de chaîne. Pas seulement, on a d'autres types de futaies, mais d'autres types de peuplements, mais aussi beaucoup de taillis. Et en fait, ces tailles de chaîne, en fait, ce sont des peuplements qui sont issus d'une coupe à blanc, c'est-à-dire qu'on avait des parcelles de 3-4 hectares qui avaient été complètement coupées à ras, donc, des mises à blanc complètes. Et à l'issue de ces coupes à blanc, en fait, on a eu des rejets à partir des souches qui étaient restantes, hein. Et ces rejets de souches, en l'espace de 50 ans, ils ont donné des bois parfaitement adaptés à la charpenterie. C'est-à-dire que en fait, c'est un peuplement qui a laissé quasiment été à l'abandon pendant 50 ans. Donc on a laissé faire la nature. Donc ces rejets, en fait, ils ont poussé en compétition les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y avait un peuplement qui était quand même hyper dense très rapidement, ce qui fait que les arbres, enfin les sujets, les rejets de souche, ils ont poussé très vite en hauteur, mais pas du tout en largeur. Ce qui fait qu'en l'espace de 50 ans, avec des croissances très rapides, on avait des arbres qui avaient des fûts extrêmement fins de 25 centimètres de diamètre et des longueurs de fûts, c'est-à-dire des hauteurs qui dépassaient on va dire les 16 mètres. Avec bien évidemment des fûts sans nœuds, sans branches, avec du coup en houppier, c'est-à-dire voilà, des branches qui se développaient uniquement en tête de l'arbre, uniquement en partie sommitale de l'arbre. Donc voilà, donc en fait, avec des croissances rapides, c'est-à-dire des cernes très très larges, on avait en fait des bois d'œuvre qui étaient très flexibles, très résistants et donc parfaitement adaptés aux charpentes à chevrons formant fer. Donc voilà cette étude, ce que ça nous a apporté comme preuve, sans parler bien évidemment d'autres informations très très riches, puisque quand on a la possibilité de faire des relevés pendant plusieurs semaines dans toute la charpente à 14 mètres de hauteur, quand on a les bois quasiment sous la main, donc forcément on peut avoir un relevé extrêmement précis. C'est grâce à ce relevé très précis qu'on a pu avoir aussi énormément d'informations sur les techniques de levage de la charpente gothique, cette cathédrale, puisque aussi là on avait très peu d'indices, très peu d'informations sur le process de levage d'une charpente de cathédrale. Et même moi, au cours de mon doctorat, j'avais écrit beaucoup d'hypothèses sur la façon dont on levait une charpente de cathédrale, mais en fait, on n'avait pas trop de certitude. Et là, on a commencé à avoir vraiment des certitudes. C'était assez intéressant sur ce plan-là aussi. Mhm. Très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, ou alors, pas forcément nous dire, mais quelles sont les différences entre la sylviculture et la mise en œuvre à l'époque médiévale et l'époque antique, on va dire? Alors, le problème pour la période antique, c'est qu'on n'a quasiment aucune information. Eh oui. C'est-à-dire que la qualité des forêts qu'on avait, sincèrement, Mhm. on ne le sait pas trop. Alors par contre, pour la période antique, on a des suppositions, c'est-à-dire que on, on pense qu'effectivement que les forêts étaient très dégradées. C'est-à-dire qu'on le sait que depuis aussi l'âge du fer, il y a eu énormément de défrichements. Et en fait, des grandes futaies telles qu'on en avait au XIIIe siècle, on pense qu'il y en avait quand même, il en restait très très peu, en tout cas à l'époque antique. Pour autant, on a des ouvrages d'architecture civile qui sont très importants. Bon, certes, on a beaucoup de constructions en pierre, mais on a eu aussi beaucoup de pans de bois et on avait aussi des gros ouvrages en charpente, notamment l'étude qui a pu être faite et à laquelle j'ai participé sur les quais de la ville de Raciatum
donc c'est-à-dire à Rezé, à côté de Nantes. On a fait une fouille qui était dirigée par Jimmy Mouchard de l'université de Nantes, qui a permis donc de fouiller des quais antiques du 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, qui étaient constitués d'énormément de poutres. Et la particularité de ce chantier, c'est que la plupart des bois étaient parfaitement conservés dans un contexte humide, ce qui fait qu'on a affaire à des dizaines et des dizaines d'énormes poutres qui faisaient pour certaines plus de 9 mètres de long, Ah oui. avec 30 centimètres de large, 40 centimètres de hauteur, enfin vraiment des monstres, Mm, et que des chaînes, et que on a pu avoir là des informations sur la mm, qualité mm, mm, des forêts. Et effectivement, ça confirme un peu ce qu'on supposait, c'est-à-dire qu'on avait affaire à des forêts très dégradées et que ben, là, on a affaire à des techniques de charpenterie qui sont adaptées ah à oui. des bois qui sont ben, Ouais. pas très, pas très bonne qualité. C'est-à-dire que à cette époque-là, donc l'époque antique, on s'est contenté de bois qui étaient pas tout à fait adaptés aux besoins Mm, de la charpenterie, pas aux besoins du chantier. C'est-à-dire qu'ils mm, mm. se sont retrouvés avec des bois qu'ils ont visiblement apportés sur plusieurs kilomètres. C'était pas des bois locaux, euh, et que c'était des bois qui étaient surdimensionnés Ah par oui. rapport aux besoins. Et Des bois c'était... qui étaient très très noueux. D'accord. Donc, comparé par exemple aux techniques qu'on a au 12e, 13e siècle, ce Mm. genre de bois, on n'en trouve quasiment jamais. Ah oui. On était Oui. plutôt sur de l'équarrissage ou sur du sciage? Alors bah, du coup, justement, là on Ouais. est à l'époque antique sur du sciage. Ah oui. On D'accord. a les deux, on a beaucoup de sciage. Et puis, bon, on conserve quand même un équarrissage les quatre faces d'une très grosse grume, mais ce bois qui donc équarrit, après, on le débite Mm, mm, en mm. quatre ou en deux, ou parfois, bon, on le scie quand même sur une face pour Mm. pouvoir, voilà, lui donner comme une Ouais. face de plane, parce que les bois sont tordus et sont pleins de nœuds. Du coup, Mm, mm, c'est mm. pas bien adapté D'accord. là aux besoins des charpentiers. Donc ça, par exemple, c'est vraiment un indice qu'on a, mais on a d'autres indices aussi sur les forêts qu'on a à l'époque antique. C'est notamment bah, toutes les études faites en dendrochronologie sur plein de chantiers antiques, où on a la chance parfois d'avoir quelques bois, notamment des pieux ou voilà, des bois qui sont conservés en contexte humide. À chaque fois, on se rend compte qu'on a affaire à des bois qui sont inadaptés aux besoins, donc trop gros, débités à la scie, des bois noueux, avec des croissances rapides. Donc voilà, donc c'est pas Mm, mm, mm. voilà. Visiblement on a des forêts qui sont très dégradées et donc on a beaucoup de débitage à la scie. Donc D'accord. voilà, Très ça c'est intéressant. un indice qu'on a. Et après, alors, par rapport au Moyen Âge, bien sûr, c'est radicalement différent parce que au 12e, 13e siècle et encore jusqu'au 14e siècle, on n'utilise quasiment jamais la scie, toujours la hache, parce que on a tout le potentiel forestier D'accord. nécessaire pour avoir les bois qu'on désire. Donc on pratique même une sylviculture, donc notamment le taillis de chêne, pour pouvoir approvisionner les chantiers. Voilà. Et en fait, on a fait des calculs, c'est-à-dire que pour notamment obtenir tous les bois d'une charpente de cathédrale, c'est à peu près 1000 chênes, donc ce sont des calculs qu'on a pu faire sur la cathédrale de Bourges, eh bien, en gros, grâce au taillis de chêne, eh bien, il faut à peu près 2 à 3 hectares, pas Ah plus, oui. selon ce mode de sylviculture. Donc vous voyez, c'est pas du tout euh, comme on pouvait l'imaginer, Mm, notamment suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, où on a entendu voilà, tous les lieux communs, mm. beaucoup de préjugés, notamment qu'il fallait raser des forêts entières pour faire Ah oui. une charpente de cathédrale. Au contraire, bien évidemment, on a affaire à des parcelles forestières qui sont de faible superficie pour Mm. pouvoir approvisionner un chantier de cathédrale. Donc Très ça, intéressant. c'est voilà, ce qu'on va avoir pendant, on va dire, tout le 12e, 13e siècle. Au 14e siècle, on n'a pas beaucoup de données parce qu'on a peu de charpente. Mais après, ce qu'on voit après la guerre de Cent Ans, eh bien, visiblement, là, on se retrouve de nouveau comme dans la période antique, avec un appauvrissement des forêts, c'est-à-dire Mm. qu'on a non pas des forêts qui sont vraiment entièrement défrichées, c'est pas du tout ça. On a encore des forêts, très vastes surfaces forestières, qui sont quand même encore importantes, mais on a plutôt une mauvaise gestion des forêts. Mm. C'est-à-dire qu'on a des forêts qui sont gérées
par furetage, c'est-à-dire qu'on va cueillir les arbres un peu partout dans la forêt. On va cueillir les bois les plus intéressants pour les besoins, et on va laisser en fait les bois les moins intéressants sur pied. Ce qui fait qu'on va avoir des forêts qui vont s'éclaircir et des forêts qui vont être dégradées. Et D'accord. ce qui fait qu'on va avoir très rapidement, à l'espace d'un siècle, dans les charpentes, on va avoir des bois qui vont être très gros, beaucoup trop gros, mais qui vont être très noueux. Et pareil, comme à l'épergne identique, on va voir apparaître de nouveau la scie, le débitage, qui va se développer et qui va permettre justement de façonner ces arbres qui sont surdimensionnés, qui sont pas vraiment bien adaptés aux besoins des charpentiers. Donc là, on va de nouveau se retrouver un peu comme la période antique, quoi, avec beaucoup de sillage, avec des bois qui sont ouais, très noueux et surdimensionnés. Et cette tendance va se dégénérer de plus en plus jusqu'à la période moderne. C'est-à-dire Mm. que ça ne va pas s'améliorer. Au 16e, 17e, 18e siècle, et encore pire, encore au 19e, on va vraiment avoir des forêts totalement dégradées. Et là, on va avoir vraiment que du bois. Mm. Non, c'est vraiment très intéressant de corréler la mécanisation presque à la qualité en fait du bois. Ça, Ouais. c'est quelque chose que Et, j'avais pas du tout vu. Il me semble et que, c'est là- est-ce que à Rezé, c'est l'article dans lequel vous avez publié des traces pas de scie circulaire, mais de disques. oui, Ouais. c'est ça. Effectivement, on a fait une découverte assez étonnante, surprenante, très très surprenante. C'est-à-dire que l'une des grosses poutres qui était donc en place, hein, qui était enfouie, qui était vraiment sur le site de Rozay, donc en bois qui était daté du deuxième siècle après Jésus-Christ, ou fin premier, début de deuxième siècle après Jésus-Christ, qui était parfaitement dans la stratigraphie, hein, qui était vraiment plusieurs mètres de profondeur, en contexte humide, parfaitement conservé, donc le bois était bien en place. Donc ça, parfaitement assemblé aux autres poutres, bon, voilà, là-dessus c'est imparable. Eh bien, alors qu'on s'attendait à voir, comme pour les autres poutres, des traces de sciage, avec de l'acide long, hein, avec parfois même des faces équarries, eh bien, on a eu une trace d'une scie circulaire sur toute la longueur du bois. Donc on était très prudent au début, on a fait des relevés très précis, on a fait des plâtres, voilà, on a fait des modélisations de ces traces, on a fait de la photogrammétrie, on a tout enregistré au millimètre près. Euh, on a voilà, fait des recherches quand même sur ces traces-là. On a essayé de se faire l'avocat du diable en disant que c'était pas possible parce que la scie circulaire est inventée à la fin du 18e et que en fait, il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'autres Mm. hypothèses plausibles que celle d'une scie circulaire. Mm. Donc, alors, bien évidemment, les recherches qu'on a pu mener après sur la scie circulaire, on, on a refait l'historique en fait de l'invention de la scie circulaire. On s'est rendu compte que en fait, la scie circulaire, les premières mentions de scie circulaire, en fait, sont quand même pas du 18e. Mm. Et en fait, les premières scies circulaires sont mécaniques. Mm. Donc, ce sont des moulins. En fait. On a affaire, donc, ce sont des moulins. Donc, alors, bien évidemment, très vite, au 19e siècle, voilà, ça a été, là, on a couplé ça à des moteurs. Mais bon, il faut bien savoir que les premières scies circulaires sont mécaniques. Donc, en fait, c'est pas impossible, effectivement, qu'à l'époque antique, ils aient aussi inventé la scie circulaire avec un mécanisme, donc peut-être par un moulin hydraulique ou Mm. peut-être aussi par un cheval. C'est pas interdit, puisque là, il s'avère que la poutre n'a pas été conduite à un moulin, parce que c'est quand même, faut imaginer quand même aussi un moulin avec de la puissance hydraulique. Donc, et là, sur la Loire, ça paraît très improbable, mais que c'est plutôt une sorte d'engin qui a été amené sur le chantier et qui a été expérimenté à l'occasion. Ah oui, Donc ce là, serait carrément un engin amené sur le chantier. voilà, ce D'accord. serait un engin. D'accord. Voilà. Après, bon, je pense qu'en se creusant la tête, je pense qu'il serait possible de trouver le mécanisme. Ouais.
Mais c'est tout un, là, c'est une énigme que je laisse à des ingénieurs pour pouvoir trouver la solution. Mais Ouais. je pense qu'effectivement, maintenant, on est sûr et certain qu'il s'agit bien d'une scie circulaire Hmm. qui a Parce été que je, utilisée au deuxième siècle après Jésus-Christ. ouais. Parce que je sais qu'ils pratiquaient la coupe de pierre, par exemple, je pense à Gérach ou à Hiérapolis, d'espèces d'engins C'est ça. qui scient la pierre. C'est vrai qu'il faut quand même un certain couple pour couper du bois. Oui. Mais en même temps, il faut aussi un énorme couple pour couper de la pierre Oui, c'est vrai, complètement. Oui, c'est et vrai. du marbre, Et du marbre, c'est ça. notamment. C'est vrai, c'est vrai. S'ils ont réussi à le faire pour du marbre, Mm, 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 mm. Et c'est vrai que la bon, première fois que je suis tombé sur cet article, je l'ai relu plusieurs fois, donc putain, c'était quand même assez impressionnant, hein, ces traces, vraiment impressionnant. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Ça, j'avoue que je suis assez tenté de reproduire une machine pour voir un peu comment ça marche depuis que j'ai vu ça. On va continuer. ah, mais là, Euh, il y a vraiment un enjeu scientifique et historique majeur. ah Parce oui. que, on le sait, hein, il y a énormément de traités qui ont Mm, été brûlés hein, par l'Église durant le Moyen Âge. mm, mm, Hein. mm. Donc, tout le savoir-faire antique quasiment a disparu. Ah oui. Donc, il y a énormément de traités Mm, qui ont. Voilà. Donc, en fait, la connaissance qu'on a des savoir-faire techniques de la période antique, mm. ben, Ouais, aujourd'hui, elle est faut assez limitée. Mm, 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 mm. très limité par rapport à ce qui existait à l'époque. Parce qu'on sait, est-ce qu'on a des données, par exemple, ou je sais pas, où en fouille, on retrouve des moulins hydrauliques, mais pour le dédier à la coupe du bois, ou c'est plutôt du sciage de long? Alors, on a des moulins hydrauliques. Hein, alors, pour la période antique, je ne sais pas si ça a été fouillé, mais c'est sûr qu'en montagne, notamment, voilà, c'est des choses qui existent. En tout cas, pour le Moyen Âge, c'est certain, très très tôt, hein, dès le Moyen Âge, on en a. Donc, en montagne, voilà, pour des résineux, on a ce genre d'engin pour façonner des bois d'œuvre, des planches. Donc, c'est des choses qui sont connues, maîtrisées. Donc, ça, c'est pas un souci. Après, pour la période antique, je ne sais pas si en Gaule, on a beaucoup de moulins hydrauliques qui ont été fouillés pour la production de bois d'œuvre ou de planches. Je ne sais pas. Mais c'est des choses peut-être à creuser. Alors, j'avais une autre question. Alors, pour revenir un petit peu, faire un peu la continuité avec les possibilités d'archéologie expérimentale sur ce possible moulin, qu'est-ce que l'archéologie expérimentale et l'ethnoarchéologie permettent d'apporter à vos recherches? Vaste Il y a question. beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, l'archéologie expérimentale, c'est notamment ces principes de reconstruire des bâtiments à l'identique, enfin à l'identique. Notamment, je parle notamment pour l'architecture à poteau planté, c'est-à-dire toutes les architectures en bois du néolithique jusqu'au Moyen Âge, on va dire. On sait que bon, pour la période antique, on avait des charpentes sur Solin, donc là, on pouvait très bien avoir des charpentes qui étaient posées sur Solin et non pas avec des poteaux plantés, même si on avait encore des poteaux plantés. Mais bon, en gros, ça concerne l'essentiel des architectures en bois du néolithique, de la protohistoire et du Haut Moyen Âge. Donc pour ces bâtiments-là, on a de gros problèmes pour leur restitution. On a en plus beaucoup de préjugés sur la technicité, la complexité de ces ouvrages, notamment pour la période de la protohistoire. Bon, pour le Haut Moyen Âge, c'est à peu près pareil. Mais donc en fait, souvent, bon, il faut bien distinguer quand même les restitutions qu'on peut faire pour la protohistoire et pour le Haut Moyen Âge, puisque on a en gros la plupart des manuels d'archéologie qui nous ont raconté que les Romains sont arrivés en Gaule avec tout leur savoir-faire et notamment la ferme latine avec voilà, des connaissances en charpenterie et que en gros ben, nos ancêtres les Gaulois ne savaient pas faire de charpente et qu'on retrouvait avec des bâtiments extrêmement simples avec en gros des huttes. Alors quand on a affaire à des petits bâtiments, ça va, effectivement avec des poteaux faîtiers, c'est-à-dire des poteaux centraux qui montent jusqu'au faîtage, ok.
évidemment, ça existait. Mais quand on a affaire à des bâtiments qui font 15 mètres de large, avec des poteaux au centre de l'édifice, là, avoir une architecture avec des poteaux faîtiers, ça devient un peu plus complexe. Euh, Notamment quand on a des poteaux au centre, des poteaux faîtiers qui sont distants de 10 mètres. Là, ça fonctionne plus du tout. Le principe de la hutte avec des poteaux faîtiers, une panne faîtière, des chevrons posés dessus. Le souci, c'est que la plupart des restitutions qui sont faites encore aujourd'hui, hein, dans de nombreux manuels d'archéologie, ben voilà, on se représente les bâtiments anciens de la protohistoire, voire même parfois des palais, hein, comme le palais de Vix notamment, où certains ont restitué des, des poteaux faîtiers avec des pannes quasiment, voilà, pareil, avec 10 mètres de portée, c'est totalement invraisemblable. Donc en fait, le principe de l'archéologie expérimentale, c'est de contredire toutes ces théories et d'essayer de tester autre chose. Alors pour le Moyen Âge, c'est un peu différent, puisque voilà, on suppose qu'on est après les Romains, que voilà, on a d'autres modèles de charpente qui existent, mais bon, parfois aussi à travers les restitutions, souvent aussi faites par des archéologues, on a des restitutions qui sont un peu farfelues. Donc en fait, le principe de l'archéologie expérimentale, c'est de tester d'autres modèles, voir si ça fonctionne, et aussi quels sont ses avantages. Et parfois, c'est de regarder aussi si ces restitutions faites selon des modèles un peu archaïques, comme ces modèles à poteaux fêtiers, ben, si effectivement c'est possible ou pas. Alors, l'archéologie expérimentale, voilà, c'est de reconstituer ces bâtiments en grandeur réelle avec les outils de l'époque, avec aussi voilà, les moyens de l'époque. C'est pas, et là-dessus, il ne faut pas tricher. Notamment, on se rend compte que ce principe des poteaux faîtiers, la plupart des archéosites qui ont restitué ces bâtiments-là, eh bien, on se rend compte qu'ils ont quasiment tous triché pour pouvoir les faire, parce qu'en fait, c'est quasiment impossible. Quand on se retrouve avec des poteaux faîtiers qui font 10 mètres de hauteur, ah, pour lever ça à la main, bonjour. C'est un peu compliqué. Et en général, voilà, ils utilisent des tractopelles, des machines, des grues, etc. Des échafaudages pour pouvoir le faire, parce que ça va à la main, c'est très dangereux et très compliqué. Alors, ceci dit, on a bien évidemment, grâce certains chantiers qu'on a pu faire en archéologie expérimentale. On a testé des modèles de chevrons formant ferme, c'est-à-dire avec des charpentes qui sont constituées de fermes successives qu'on lève comme un château de cartes et qui sont en fait des fermes rapprochées. Et bien là, justement, ça a permis, l'archéologie expérimentale, de montrer à quel point le levage de cette structure de charpente est extrêmement facile. Elle présente énormément d'avantages, non seulement pour le levage, puisque en fait, ce sont voilà, des fermes qu'on lève les unes après les autres, et des fermes qui sont parfois assez légères, qui sont préassemblées, qu'on peut monter comme jeu de mécano. Et cela présente aussi d'autres avantages, dans le sens où on se rend compte que bah, la base de ces fermes, alors, sans faire de dessin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, ces fermes, ce sont des triangles. Vous voyez, donc des triangles successifs. Et la base de ces triangles, qu'on appelle en entrée, bah, ça permet en fait aussi d'avoir un niveau de chantier, un niveau de travail, pour pouvoir aussi lever les parties hautes de la charpente. Et ça permet aussi d'avoir aussi des niveaux de stockage à l'intérieur du bâtiment. Donc, que des avantages. Donc, alors que des charpentes à poteaux faîtiers, bah, on se retrouve un peu avec des poteaux gigantesques qu'il faut lever, et on a en fait du vide tout autour. Donc pour lever les charpentes, pour lever les matériaux de couverture, c'est très très compliqué. On est obligé de monter des planchers provisoires et les démonter après. Enfin bon, c'est très complexe. Je parle bien évidemment pour des grands bâtiments. Et donc voilà par exemple un des atouts de l'archéologie expérimentale. C'est de démontrer que ces modèles à poteaux faîtiers bah, sont, pour la plupart, en tout cas pour les grandes portées, c'est plutôt invraisemblable. Alors, bien évidemment, les poteaux centraux dans ces grands bâtiments-là, il faut les réinterpréter autrement, non pas comme des poteaux qui montent jusqu'au faîtage, mais bien au contraire, des poteaux relativement courts qui servaient à porter ben, un niveau de plafond. Un plafond, justement, qui était constitué par ces entrées des fermes et qui servait à stocker ben, du foin, des matériaux, quelque chose. Et c'est effectivement ce que l'on
rencontre en ethno-archéologie, c'est là où les deux disciplines se chevauchent, c'est que l'ethno-archéologie, ça consiste à regarder dans les fermes, dans les bâtiments de ferme, dans les granges, dans des régions parfois assez reculées en Europe, mais aussi chez nous en France, hein. Vous avez énormément de fermes traditionnelles avec des charpentes qui véhiculent aussi des savoir-faire très anciens, depuis le Moyen Âge et parfois même bien avant. Parfois, on a même des savoir-faire de la protohistoire qui sont véhiculés à travers ces modèles de ferme, à travers ces charpentes-là, et que on se rend compte que dans tous ces bâtiments de ferme, que ce soit des granges, des granges étables ou des maisons mixtes, où on a l'habitation des hommes, mais aussi le logement, le nécessaire pour des animaux, des vaches, des chevaux, etc. Et ben, dans ces constructions agricoles traditionnelles, eh bien, on a tout le temps des combles qui servent au stockage ou des niveaux d'étages intermédiaires qui servent pour le stockage. Du foin en général, puisque voilà, les animaux, eh bien, l'hiver, il faut bien les nourrir. Donc et là encore, ça contredit cette idée des constructions à poteaux fêtiers, puisque là, on n'a pas de plafond dans ces bâtiments. Et du coup, ben, on vit au sol, d'après ces modèles restitués notamment pour la protohistoire ou même pour le néolithique. Donc on vit au sol et puis en fait, on a un espace dégagé jusqu'au fêtard, enfin jusqu'à la charpente. Donc on n'a pas d'éléments de stockage. Et Alors donc, du coup, on stocke où le foin pour les animaux? il y a aussi quelque L'hiver. chose qui me gêne un peu sur ces conceptions, c'est qu'il y a très peu de contreventements. Et il y a toujours, j'ai l'impression que sur tous les archéosites, on voit toujours une espèce de, comment ça s'appelle, de, toutes les maisons, ce problème, c'est qu'elles vont avoir tendance à s'écarter. Ouais, c'est vrai. Il y a un Ouais, c'est problème de vrai. conception. Voilà. Et alors qu'en fait, dans ces techniques de charpente à chevron en ferme, eh bien effectivement, là, on a des contreventements transversaux et puis qui sont très efficaces. Et puis aussi, on a voilà, on peut avoir aussi des traverses dans les élévations du bâtiment pour pouvoir stocker voilà, tout ce foin. Et il est vrai que à l'échelle même d'une petite ferme, hein, quand on charge le foin, tout le foin des parcelles, soit de 3 hectares, au sein d'une grange étable, eh bien, ça fait quand même plusieurs tonnes. Donc, si vous n'étayez pas vos planchers par des poteaux centraux, bien, votre plancher, il finit par craquer. Mm, C'est ce mm. qu'on voit quasiment partout dans les charpentes traditionnelles. Donc, effectivement, je pense qu'il faut revoir profondément et sérieusement toutes les propositions de restitution pour les architectures du néolithique à la protohistoire. Ouais. Alors, pour le Moyen Âge, effectivement, on a un regard qui est un peu plus affûté maintenant, mais c'est vrai que voilà. Donc, l'intérêt de faire de l'ethno et de l'expérimentation, ça permet de répondre aussi à ces questions-là. Mm, Et mm, c'est en cela aussi qu'il est important que quand on fait de l'archéologie des charpentes, quand on se propose de faire des restitutions de ces bâtiments-là, il faut avoir un regard sur l'ethno, mais mm, vraiment, c'est-à-dire comment fonctionnent les granges traditionnelles, mm, comment fonctionne une société agro-pastorale, comment fonctionnent voilà, des systèmes agraires. mm, Oui, et comment, du coup, ces architectures, elles sont adaptées au terroir et puis voilà, à la façon de cultiver un terroir spécifique. mm, Donc, est-ce que tout se répond? La gestion d'un terroir, en lien, bien évidemment, avec la géologie, avec les types d'arbres qui y poussent, puis la forme des bâtiments. mm, Tout ça, c'est lié. Et on le voit encore aujourd'hui, hein, chaque région de France, où on a voilà, des terroirs qui sont très, très disparates, eh bien, on a des modèles agricoles, agropastoraux qui sont très différents, parfaitement adaptés voilà, au terroir. Bien très évidemment, intéressant. antérieurement au XXe siècle. Alors, est-ce que aujourd'hui, il existe encore des traces des savoir-faire vivants proches des charpentiers médiévaux? Non, non, on n'en a plus. Alors, il faut aller en Europe centrale. Il faut aller en Hongrie, il faut aller en Roumanie, dans les Carpates. Là, on a encore des charpentiers qui continuent de faire des charpentes telles qu'on en faisait, nous, ici, au XIIe siècle, avec des techniques de charpenterie typiques de l'époque romane
et qui ont fait perdurer depuis quasiment presque 800 ans, voire même peut-être même plus longtemps, parce qu'on ne sait pas, bien avant, des savoir-faire techniques et des structures de charpenterie, en fait, sans discontinuité. Et j'ai pu, voilà, notamment dans les Maramuresh en Roumanie, vous avez encore des charpentiers qui travaillent à la hache, qui font des assemblages à mi-bois, sachant que, bon, chez nous, en France, les techniques d'assemblage à mi-bois, elles ont à peu près toutes disparu au XIIIe siècle, et qu'ils utilisent encore des marques d'assemblage à l'ancienne, qui font encore des charpentes à chevron-formant ferme, voilà, comme il y a 8 siècles. Voilà, donc on a dans certaines régions d'Europe encore voilà, des savoir-faire. Donc c'est une forme de conservation. Il faut aller aussi un peu dans les montagnes. Souvent, voilà, c'est des endroits où il y a beaucoup moins d'échanges culturels et on a voilà, une sorte de conservatoire des savoir-faire techniques et aussi des structures qui sont bien préservées. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a pu faire une étude assez intéressante avec un autre chercheur du CNRS, Pierre Pifot, sur des gravures du Val Camonica. Donc, ce sont des gravures qui sont en Italie du Nord, dans les Alpes, et qui représentent des pans de bois de l'âge du fer, qui sont gravés donc sur des rochers, donc vraiment dans une vallée très spécifique. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des dessins, donc il y en a beaucoup, hein, il y a des centaines de dessins qui représentent pas que des architectures, mais aussi des outils, des scènes agricoles, voilà, des récoltes, enfin, des scènes de guerre. Enfin, c'est d'une richesse exceptionnelle, donc c'est très bien étudié. Mais par contre, les dessins des charpentes, jusqu'à présent, elles étaient assez mal comprises. Et pour autant, ces charpentes, donc, enfin, ces dessins représentent des maisons, des constructions, avec des pans de bois parfaitement dessinés, avec des charpentes qui sont vraiment très bien détaillés. Et dans ces détails, on se rend compte qu'il y a des motifs, des croisées, des écharpes, des liens obliques, etc., des pas de fêtière. Il y a plein de petits indices, avec aussi des motifs, peut-être de décoration, avec des échelles. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a mené donc une étude ethno-archéologique. C'est-à-dire que archéologiquement, en fouille, bon, bien évidemment, on n'a pas pu retrouver ces bâtiments-là, sinon peut-être des bases des bâtiments qui pourraient correspondre à ces bâtiments qui sont représentés sur ces rochers. Mais on s'est rendu compte que dans certaines régions des Alpes italiennes, eh bien, il subsiste encore aujourd'hui des constructions en pan de bois. Donc, ce sont des bâtiments anciens, du 18e, du 19e siècle, tout en pan de bois et avec des architectures qui sont quand même assez particulières et qui ressemblent pour certaines assez étrangement à ces gravures. Donc parfois, ce sont certains indices, donc on a vraiment des formes de structures, de charpentes, on a de la décoration, ce sont des bâtiments qui, là, au 19e siècle, étaient quand même très décorés. Et c'est quand même assez troublant de faire un parallèle entre ces gravures et ces bâtiments qui, géographiquement, sont quasiment presque au même endroit. Et on est pour autant presque à plus de 2000 ans d'écart. Et c'est un parallèle qui est intéressant, donc en point de vue ethnographique, qu'on a pu faire aussi avec une autre étude que j'ai pu réaliser, avec notamment des archéologues du Centre de recherche européen du Bibracte, sur une poutre qui a été retrouvée donc dans une fontaine, la fontaine Saint-Pierre de Bibracte. Donc c'était vraiment une poutre qui a été conservée en contexte humide, dans une source, parfaitement conservée. C'est en bois sculpté de 9 mètres de long, avec beaucoup de sculptures, avec des assemblages, des portaises très intéressantes. Et donc l'étude archéologique qui a pu en être faite montre, a pu démontrer que c'était en élément de façade d'un bâtiment relativement haut, avec des étages, avec visiblement
des, des coursives extérieures. Mais surtout, c'est que ces sculptures, étrangement, ressemblaient à d'autres sculptures que j'avais pu observer, notamment en Europe centrale, dans des régions montagneuses, où on avait effectivement quasiment les mêmes. Euh, donc vraiment dans l'ère géographique là, du monde celtique, mais qui avait visiblement donc encore en sens, on va dire, puisque c'était des sculptures qui étaient encore utilisées encore au milieu du XXe siècle. Donc, comme on sait que dans ces montagnes, voilà, dans ces Carpates orientales, on avait permanence des structures de charpenterie depuis de nombreux siècles, eh bien, il n'est pas interdit de penser que là aussi, en termes de sculpture, il y avait aussi cette permanence et que ces sculptures qu'on avait retrouvées à Bibracte, en fait, étaient un témoignage très lointain aussi d'un savoir-faire technique et aussi d'un vocabulaire architectural qui existait il y a 2000 ans et qui a survécu à travers les siècles, notamment dans les montagnes, dans ces régions-là. Donc voilà, c'est en cela aussi que l'ethnoarchéologie est quelque chose de très intéressant. Il ne faut pas oublier non plus que en termes de sculpture, il y a quand même il y a du sens qui se cache derrière. Et en termes de- d'architecture, les charpentes aussi répondent à un mode de vie, à une nécessité économique, à des besoins d'une société agropastorale qui, par rapport à l'âge du fer, dans certaines régions d'Europe, là, n'ont pas tant évolué que ça jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. À part, bien évidemment, certaines techniques, mais en gros, voilà, la façon de gérer une ferme avec les outils en métal, les haches, parfois, par rapport à ce qui se pratiquait au deuxième siècle avant Jésus-Christ, et puis ce qui se pratiquait encore au XVIIe, XVIIIe siècle, dans certaines régions de montagne, voilà, on n'est vraiment pas très loin. Donc, c'est en cela que les formes des bâtiments, les charpentes qui sont pratiquées, qui sont utilisées, n'ont pas forcément tant évolué que ça. Mm, 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 mm. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir un regard pertinent, mais aussi très humble sur ces charpentes-là, parce que elles véhiculent aussi des formes, des savoir-faire techniques qui parfois sont anciennes, jusque voilà, plusieurs milliers d'années. Donc, on peut parler aussi d'architecture monumentale, celtique, en bois, pour la période âge du fer, ou c'est un peu Alors oui, trop... alors, pour l'âge du fer, on a bien évidemment des architectures monumentales, hein, on en a très peu qui ont été fouillées, mais je pense notamment au palais de Vix, hein, qui est quand même l'un des plus anciens, mais aussi l'un des plus grands, hein, puisque on est au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, un bâtiment qui fait 15-20 mètres de large, euh, avec une abside semi-circulaire, avec un péristyle, hein, c'est-à-dire que là, on a un double alignement de poteaux, on a des bâtiments qui sont hors normes. Donc, effectivement, on est en haut de l'oppidum, donc on a affaire à des architectures qui sont prestigieuses. Donc là, on a aussi affaire à des charpentes qui sont tout à fait exceptionnelles. Il ne faut pas oublier non plus que on a aussi connu, bien avant, au néolithique moyen, des architectures monumentales. Hein, c'est même peut-être à cette période-là qu'on a eu les architectures en bois les plus grandes jamais construites dans toute l'histoire de l'humanité, en tout cas en Europe. Hein, on a notamment, je pense, aux bâtiments du néolithique moyen de Moulins-sur-Céphon, qui était fouillé par Tony Hamon, et qui a révélé un bâtiment de 100 mètres de long, en bois. Donc 100 mètres, c'est la longueur de Notre-Dame de Paris. Vous 100 voyez, mètres, ça commence à causer. Ouais. ça commence à piquer. Mm, mm, mm. Et des bâtiments comme ça, on en a d'autres. D'accord. Donc effectivement, c'est des bâtiments qui sont plus euh, qui sont implantés dans un paysage, Mm. dont le parcellaire et donc répond aussi de cette architecture. C'est-à-dire qu'on a en général un parcellaire
circulaires avec des, des délimitations concentriques centrées sur ce bâtiment monumental. Mmh. Donc là, on a affaire aussi à une conception du paysage, de l'architecture qui est vraiment assez monumentale. Très intéressant. Alors juste pour revenir un petit Donc en peu fait, sur... Ouais, faut bien comprendre que on n'a rien inventé, ouais. hein. Les savoir-faire techniques dès le néolithique, on va dire, sont déjà Mmh. très bien maîtrisés. C'est-à-dire qu'on a, dès le néolithique moyen, on a quasiment tous les types d'assemblages Mmh. qu'on sait faire, hein, les enfourchements, les tenons mortaises, les mi-bois, tout ça c'est maîtrisé. Mmh. Mmh. Donc on sait équarrir, Mmh. hein. On sait équarrir au néolithique moyen avec les haches Mmh. polies. D'accord. Donc après, bien évidemment, avec l'âge du fer, l'âge des métaux, bien évidemment, ça ne fera que s'améliorer. Mais il ne faut pas avoir de surprise sur la complexité de Mmh. ces ouvrages, d'autant plus que voilà, dès le néolithique, voilà, on a des bâtiments qui font 15 à 20 mètres de large. Mmh. Donc on a des bâtiments qui sont puissamment conçus, vous voyez, qui sont faits aussi pour durer. Très intéressant. Alors j'avais juste une question sur vos recherches. Quel élément ou quelle découverte vous a le plus marqué à travers votre carrière? Il y en a une mais je peux pas vous en parler tout de Ah, suite ça parce que marche, ça c'est pas marche, encore publié ça marche, malheureusement. ça marche. Mais disons que je sais pas, il y a beaucoup de surprises. Il y a eu beaucoup de surprises au cours de ma carrière. On ne cesse de te faire reculer un peu Mmh. l'inconnu, on va dire. Mais bon, je pense que ouais, des sites en contexte humide, c'est quand même des choses qui sont assez extraordinaires à fouiller, puisque en fait, ce sont des bois qui sont intacts, qui sont d'une fraîcheur exceptionnelle quand vous les sortez de l'eau. Je pense à des sites, bah, notamment le site de Rosay, hein, mais il y en a eu d'autres, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et ce sont des bois qui sont d'une fraîcheur remarquable, où on a encore les faces qui sont équarries. On a l'impression que le bois il a été forgé, Mmh. taillé, et puis pof, le bâtiment est tombé dans l'eau et Mmh. terminé, fin de l'histoire. Je Et pense parfois, on a à Chartres qui a été trouvé il y a pas longtemps là. Incroyable, hein. exactement, on a eu voilà, un plafond entièrement décoré qui était parfaitement conservé dans l'eau, et enfin dans un contexte humide, et voilà, qui a révélé aussi des choses exceptionnelles. Et pour autant, donc on a d'autres sites comme ça en contexte humide. Mmh. Mmh. Et pour autant, jusqu'à une période assez récente, on ne voulait pas trop les fouiller. Ah Il y oui. avait très peu de prescriptions sur ces sites parce que c'est très complexe. Mmh. Enfin, c'était complexe. Fouiller, on n'avait pas les techniques, les Mmh. modalités de fouille. Mmh. Ou si on s'imaginait qu'il fallait devoir conserver tous les bois Mmh. et les étudier après la fouille, Mmh. selon un processus habituel hein, de l'archéologie préventive, où là, on fouille, on dégage les bois, puis après, on le stocke, et puis Mmh. après, on fait l'étude post-fouille. Et du coup, là, on a appliqué ce protocole au bois, mais c'était pas possible de le Mmh. faire parce que les bois, ça se dégrade très rapidement une fois qu'on les sort de l'eau. Mmh. Donc en fait, c'est pour ça et du coup, si vous voulez conserver les bois, il fallait les traiter et ça coûtait une fortune. Eh oui. Donc c'est pour ça qu'on fouillait pas les sites en Mmh. contexte Mmh. humide. Or là, depuis notamment la fouille de Rosay, on a mis en place un protocole de fouille qui permet de relever les bois, de les étudier de façon très rapide, Mmh. très efficace on fait avec de la tracéologie, de la Mmh. photogrammétrie. On fait les prélèvements d'ordre chronologique nous-mêmes, c'est-à-dire quoi là, on fait des carottages, etc., des tronçonnages à un endroit précis qui répond bien évidemment aux besoins des archéologues et aussi des dendrochronologues et ce qui permet en fait de ne pas conserver les bois. Mmh. Et ce qui permet bien évidemment de limiter la facture du chantier de fouille. Mmh. Et du coup, et de pouvoir avoir toutes les infos durant le temps du chantier. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de temps et pour autant, on a toutes les informations liées au bois. Mmh. Et bon, après, cela demande bien évidemment des compétences spécifiques, mais bon, on les acquiert assez rapidement.
Mais maintenant, voilà, on pourrait se permettre de lancer des gros chantiers sur des sites, pourquoi pas du néolithique, de Mhm. l'âge du fer, en contexte humide où on a des bois qui sont conservés. Très Donc là, intéressant. c'était vraiment des grosses découvertes et vraiment une grosse avancée scientifique, on va dire. J'espère maintenant que voilà, on puisse avoir d'autres archéologues qui vont prendre la suite et aussi fouiller d'autres sites. Mhm. Alors, la découverte qui est en secret, c'est quelle période? C'est plutôt antique, médiévale, sans trop en dire? C'est médiéval. C'est Médiévale. médiéval. Bon, ça marche. Bon, bah, moi, c'est que je vais être curieux maintenant, donc ça marche. Ça marche. Alors, encore quelques questions. Selon vous, qu'est-ce que l'étude des charpentes médiévales peut nous apporter sur notre rapport actuel aux ressources avec la forêt, aux ressources et la forêt? Eh bien, beaucoup de choses. Je pense que vous savez très bien que voilà, aujourd'hui, on a des nouvelles générations de charpentiers qui cherchent à retrouver un peu le sens de leur métier et à se retrouver aussi une qualité de travail qu'on avait un peu perdue au cours du XXe siècle, notamment avec des techniques qui étaient industrielles, avec du boissier, euh, avec une gestion forestière qui était un peu adaptée à ces techniques industrielles, et puis aussi avec du coup, une perte aussi du savoir-faire technique traditionnel. Et qu'aujourd'hui, voilà, on est une nouvelle génération de charpentiers qui veulent travailler à la hache, qui reviennent un peu sur ces savoir-faire techniques anciens, on avait oublié, qui étaient aussi propres au Moyen Âge, et mais que pour autant, il faut aussi avoir aussi les bois et la forêt qui correspondent. Donc pour cela, effectivement, l'étude des charpentes médiévales et des sylvicultures médiévales nous permettent de comprendre aussi comment on s'y prenait au XIIIe siècle pour faire des charpentes en bois et carré. Et pour autant, aujourd'hui, les forêts sont différentes de celles du Moyen Âge, du XIIIe siècle. Puisqu'aujourd'hui, on a des forêts qui sont adaptées au bois d'œuvre. Voilà. On a, euh, on a des bois qui sont très gros, parfaitement droits, rectilignes, mais qui sont totalement inadaptés à la charpenterie, puisqu'ils sont ils sont de trop gros diamètre, bien évidemment, ils sont assez coûteux, puisque voilà, c'est des bois assez âgés qui demandent beaucoup de travail par l'ONF hein, pour produire ces bois de qualité. Donc en général, c'est des bois qui terminent pour les bénisteries ou pour la tonnellerie, mais bien évidemment, les autres bois, voilà, on les scie, puis voilà, on en fait des bois de charpente. Voilà, on se contente du Douglas et puis basta. Mais en fait, ce qui est important de voir, c'est que la sylviculture pratiquée au XIIe, XIIIe siècle permet de se rendre compte que, grâce à ces études, qu'on pourrait très bien reproduire des taillis de des taillis de chêne. En l'espace de 50 ans, on peut avoir du bois parfaitement adapté à l'équarrissage. On se rend compte aussi qu'aujourd'hui, on a beaucoup de forêts aussi qui sont abandonnées, avec des bois courbes, un peu partout. Et justement, l'emploi du bois courbe, et taillé à la hache, c'est pas du tout un problème pour le charpentier médiéval. On en a partout, 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 partout. Bien évidemment, quand on pratique l'équarrissage, eh bien, là, on peut s'adapter à des bois qui sont qui sont pas forcément rectilignes, voilà, avec des techniques de piquage hein, qui permettent justement de les exploiter pour faire des pans de bois avec des bois courbes, ou plus ou moins aussi des fermes avec des arbalètes très courbes, avec voilà. C'est pas du tout un problème quand on regarde les charpentes médiévales, comment elles sont faites, et on peut faire exactement les mêmes. Et sachant que bon, on a des charpents du XIIe, XIIIe siècle qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui, parfois sans aucune restauration. Hein. Là aussi, ça permet aussi de réfléchir, de se dire, mais pourquoi elles n'ont pas été restaurées? C'est parce qu'elles ont été oubliées? Non, 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 c'est parce qu'elles sont parfaitement réalisées, avec du bois parfaitement résistant, hein, avec des croissances rapides, des bois courbes, avec un équarrissage à minima, et 8 siècles après, 800 ans après, charpente intacte. Et c'est pas forcément des petites charpentes, hein. La charpente de la grange de Saint-Lazare de Beauvais, qui est une charpente qui fait 40 mètres de longueur,
qui fait, je crois qu'elle fait, si je me rappelle bien, fait 20 mètres de large. C'est un monstre, hein. Charpente énorme. Bah, en fait, il y a eu un énorme chantier de restauration sur la grange. Et l'architecte en chef des monuments historiques, quand il a regardé la charpente qui date de 1225, tu vois, il a monté un échafaudage à l'intérieur, il a regardé tous les bois, il a dit, ben, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Elle est intacte, elle est parfaite, il n'y a pas un seul bois à changer. Voilà, ça permet de réfléchir, de se dire, bon, on a peut-être raté quelque chose là. Donc, effectivement, effectivement, les charpentes médiévales, en termes de structure, c'est des systèmes qui sont très efficaces. Les techniques d'équarrissage, aujourd'hui, ça revient à la mode. Mais il faut bien savoir qu'aujourd'hui, ça a du sens parce que ça permet de travailler des bois de faible diamètre, des bois courbes. Et aujourd'hui, des bois courbes et de faible diamètre, ce sont des bois qui coûtent quasiment rien. Nous, on a fait un chantier il n'y a pas longtemps pour reconstituer le porche d'une église en Normandie. Et avec l'ONF, donc on s'est approvisionné dans une forêt juste à côté. Et en fait, les propriétaires de la forêt et les agents de l'ONF, ils étaient très très contents qu'on fasse ce chantier-là parce qu'en fait, on récoltait des bois qui n'avaient aucune valeur commerciale. Donc tout a été taillé à la hache, donc sur des bois uniquement équarris, à minima. Et donc en fait, le charpentier était content puisque c'était des bois qui coûtaient rien du tout à l'achat. Donc en fait, si on avait utilisé du bois d'œuvre, du beau chêne, bois de charpenterie, parfait pour le sillage, pof, on aurait coûté, les bois, on les aurait payés 2 fois plus cher. Donc voilà, d'un point de vue économique, pour le charpentier, c'est très intéressant. Après, d'un point de vue éthique, c'est très intéressant puisqu'on fait des chantiers avec ces techniques médiévales, des chantiers qui sont à empreinte carbone nulle. Ça prend un petit peu plus de temps, bien évidemment, mais on a quand même des chantiers où on n'a pas besoin de mettre des casques sur les oreilles. On a le plaisir du geste, on a un chantier qui a du sens. Et d'un point de vue économique, voilà, on est quand même gagnant. Ça coûte un petit peu plus cher parce que ça prend un petit peu plus de temps, bien évidemment. Mais in fine, on se rend compte aussi que c'est plus vendeur aussi pour le charpentier, pour l'entreprise. Pourquoi c'est plus vendeur de faire ça comme ça? Parce que déjà, vous développez une compétence que les autres entreprises de charpente n'ont pas. Parce qu'il y en a très peu quand même de charpentiers qui savent faire ça. Ensuite, quand vous faites un chantier traditionnel, où vous travaillez à la hache, ben, vous pouvez faire venir les caméras des journalistes. Et je peux vous assurer que ça marche. Donc vous pouvez avoir une médiatisation de votre chantier. Donc ça vous fait de la pub, vous pour l'entreprise, mais aussi pour le client. Donc si c'est voilà, un ouvrage intéressant que vous voulez médiatiser, voire même pour la Fondation du patrimoine, c'est quand même plus intéressant. Donc voilà, ça peut être gagnant-gagnant. Après, bien évidemment, pour les forêts, les études de charpente médiévale et des sylvicultures médiévales, ce que nous apprend pour aujourd'hui, bah, c'est qu'on peut reproduire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on peut très bien, si on est propriétaire d'une forêt, on peut très bien se dire, bon, allez hop, je pars sur du taille de chêne, et sachant que c'est une sylviculture qui ne demande absolument aucun entretien, donc c'est pratique. Et puis sinon aussi, si vous voulez faire des charpentes comme au Moyen Âge, avec du bois équarri à minima, et je tiens, et je vais revenir sur cette notion-là de à minima, c'est que vous pouvez aussi chercher des tailles de chêne abandonnées. Et ça, il y en a plein, en fait. Là, je commence à me rendre compte, les tailles de chêne, en fait, des taillis qui ont été abandonnés, qui servent aujourd'hui de bois de chasse, eh bien, il y en a quand même quelques-uns. Quand on commence à regarder un peu les forêts qui servent de bois de chasse aujourd'hui, ben, de temps en temps, on tombe sur des tailles de chêne. Donc là, et du coup, vous vous retrouvez avec bah, des bois de faible diamètre qui sont longilignes, parfaitement adaptés pour en équarrissage. Ce pas des bois qui sont coniques, hein, c'est vraiment des bois qui sont longilignes. Et ça, vous pouvez faire en équarrissage à minima. Et je tiens vraiment à préciser ce que c'est qu'un équarrissage à minima. C'est ce qu'on pratiquait au XIIe, XIIIe siècle, Mm. notamment dans toutes les charpentes de cathédrales. C'est-à-dire que l'arbre que vous abattez, il correspond précisément à la section de votre poutre. Si c'est en taille de chêne, votre bois, votre fût, il va très peu diminuer en diamètre sur toute la longueur.
Et en fait, vous suivez tout simplement le fil du bois. Donc vous avez un chevron qui est peut-être légèrement comme ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, l'équarrissage à minima vous permet de le tailler en une journée. Mmh. Ça va très très vite. Mmh. Ce qu'il faut surtout pas faire, bah, c'est ce qui a été fait notamment à Notre-Dame-de-Paris, c'est-à-dire en suréquarrissage et puis en sciage. C'est-à-dire que là, ils ont abattu des chênes qui étaient quand même énormes, et tout ça pour obtenir des bois qui étaient quand même de faible diamètre. Donc ça, c'était pas du tout ce qui se pratiquait au Mmh. XIIIe siècle. Parce que sur Bon, Notre-Dame, après, c'est ils quoi? avaient C'est peut-être un cahier des charges qui leur laissait ouais. pas le choix, bien évidemment. En fait, ils ont Mais juste fait des traces d'outils, si on veut. ben voilà, en fait, Ouais. ils ont scié sur deux faces. Donc ils ont pris déjà des gros chênes, ils ont Mmh. scié sur deux faces. Ils ont du coup dégrossi à la hache les deux faces Mmh. restantes, et puis les faciès, ils ont repassé des coups de hache derrière. Donc Ouais. c'est pas du tout ce qui se pratiquait au XIIIe siècle. Mmh. On est très très loin. Mmh. Mmh. Donc c'est pas de l'équarrissage, ça. Mmh. Donc en fait, les équarrissages à minima Ouais, du c'est la déco, XIIIe. quoi. Hmm. Donc l'équarrissage à minima du XIIIe siècle, c'est toujours à minima. Mmh. On pratique ça encore jusqu'au XIVe siècle. Et ça permet justement de tailler votre chaîne de façon très rapide. Et ce qui est très important aussi avec cet équarrissage à minima, c'est que vous conservez quasiment toute la physionomie de votre chaîne. Et oui. Parce que plus vous retirez de matière à votre grume, bien plus votre bois il va se déformer. Mmh. Moins vous en retirez, plus il va être stable. Moins il va se déformer. Donc, il va être plus stable en termes de déformation, des Mmh. défauts de séchage. Il va être beaucoup plus efficace aussi en termes de mécanique, Mmh. en termes de résistance mécanique. Là, il sera à sa résistance optimale. Donc, si vous avez en plus la chance d'avoir une croissance très rapide, là, vous avez des chaînes qui vont être hyper résistantes, très flexibles. Voyez. Donc ça, avec ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, des charpentes de cathédrale sans aucun problème. Mais si vous avez un gros chêne vraiment que vous dégrossissez au minimum, et ben là, vous allez avoir des bois qui vont se déformer très très rapidement. Ouais, très intéressant. Sur Notre-Dame, je ne savais pas ils étaient partis là-dessus. Je pensais vraiment qu'ils avaient scié de face et équarri normalement le reste, mais donc en fait, ça servait presque à rien des carrières, quoi. À part, ouais, faire une trace, quoi. Ouais, Et vous avez suivi un peu le chantier de Notre-Dame ou juste... ben, j'avais fait l'étude de la charpente de la cathédrale, donc la charpente disparue. Hein, hmm, j'ai travaillé pour le chantier de Notre-Dame justement peu de temps après l'incendie donc à partir des parce qu'en fait on avait simplement un relevé qui était fait par deux architectes, hmm, hein, Rémi Froment et Cédric Transo, qui avait été donc c'était un relevé d'architecte, hein. hmm, Et on avait pas d'études archéologiques à hmm, proprement parler sur la charpente. Donc moi je suis reparti de ces relevés-là. Et puis donc j'ai dû récolter énormément de photos pour avoir des informations sur cette charpente-là, parce qu'on avait très peu. Moi j'avais hmm, visité cette charpente deux fois avant son incendie, et puis donc j'avais pas mal de photos de mon côté. Donc j'ai fait un appel un peu partout en France pour récolter le plus de photos possible. Donc, j'ai pu récolter 1000 photos. Donc, hmm, j'ai pu géolocaliser dans la charpente pour pouvoir avoir le maximum de visuels des hmm, bois. Ce qui m'a permis, avec ces relevés qui avaient été faits, de pouvoir identifier tous les bois, hmm, de savoir si ben, tel bois il était d'origine, tel assemblage, s'il avait été repris ou pas. Et en reprenant aussi les analyses d'ordre chronologique, de vous faire, en fait, de refaire l'étude de la charpente, mais une étude post-mortem, vous voyez. hmm, Donc, en fait, à partir aussi du cadavre hmm, de la charpente, à partir aussi des bois carbonisés, pour avoir le maximum d'informations sur la structure. Et notamment, repérer les phases de restauration, repérer aussi, savoir pourquoi la charpente elle avait été restaurée à telle ou telle époque, et tout ça pour en arriver à la conclusion de savoir si cette charpente, elle avait des défauts de conception ou eh pas. oui. De savoir si la charpente qui avait brûlé, en fait, c'était vraiment la charpente du XIIIe siècle ou si c'était une charpente qui avait été entièrement reprise au XVe, XVIe, XVIIe siècle et au XIXe siècle. Donc, en fait, voilà, il a fallu reconstituer, en fait, toute l'histoire de cette charpente de façon à proposer aussi aux architectes ben,
ce qui était du XIIIe siècle, dire voilà, ça c'est du XIIIe siècle, ça ne l'est pas, ça a été restauré parce que là il y a eu tel défaut. Là, au XIXe siècle, ils ont repris toute la structure parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont fait ci, Hum, etc. Et que, in fine, ben là, par exemple, là, à tel endroit, il y avait un défaut de conception. Donc là, effectivement, il faut modifier la structure de façon à compenser cette descente de charge, etc. Donc voilà. Donc en fait, voilà, le travail voilà, que j'ai réalisé, qui malheureusement n'est toujours pas publié. d'accord. Donc j'espère un jour qu'il le sera. Et juste à titre d'information, vous avez trouvé des traces de levage ou de technique de levage sur la charpente de la cathédrale Notre-Dame? Non, on ne l'a pas trouvé. Hum, hum, hum. On ne l'a pas trouvé parce que là, il aurait fallu davantage de photos, Oui. davantage de relevés, parce que parfois, ce sont des traces qui sont vraiment très ténues Hum, et qui sont parfois assez difficiles à voir. d'accord, très intéressant. Donc, c'est vraiment des systèmes d'accroche des cordes. Vous Ouais. voyez. Hum, Après, le levage, les techniques de levage peuvent se déduire de la hum, structure. ouais, très intéressant. Bon, je vous propose qu'on entame un peu la partie 2. Donc, dans cette seconde partie, ça sera plus sur l'aspect bâtisseur médiéval, les engins de levage, et un peu aussi, on va parler aussi des outils. Donc, question numéro 11. Comment s'organisent les grands chantiers médiévaux? Qui étaient ces bâtisseurs et comment travaillaient-ils ensemble? C'est une grande question, tout ça. Il va falloir Il va falloir un des peu de questions temps. à la question, parce que là, je ne peux pas répondre à tout ça. C'est ça, des questions un peu. Non, je pense qu'on peut surtout commencer sur comment s'organise le chantier médiéval et surtout sur l'aspect charpenterie. On va parler des chantiers de cathédrale, puisque ce sont vraiment les plus gros chantiers, même si, en fait, c'est des bons exemples, mais pas forcément les meilleurs, dans le sens où ce sont des chantiers vraiment exceptionnels. Donc, la plupart des autres chantiers, que ce soit pour des chapelles, des églises, des châteaux, etc., on ne procède pas tout à fait de la même façon que pour une charpente de cathédrale, puisque une charpente de cathédrale, ça représente à peu près 1000 chaînes. 1000 chaînes, voilà, il faut pouvoir approvisionner le chantier, ça coûte très cher. Il faut pouvoir les trouver. Et voilà. Donc, une fabrique de cathédrale, donc en évêché, on n'a pas forcément tout l'argent disponible pour pouvoir approvisionner un chantier comme ça aussi rapidement. Euh, Sachant que, bon, les chantiers de cathédrale, ça s'étale sur le temps long. Mais chaque cathédrale, chaque chantier de cathédrale est un peu différent. Hein, on a aussi des financements qui sont différents. Du coup, on ne peut pas faire de généralité. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'en général, euh, ils anticipent les approvisionnements du chantier en bois d'œuvre. Donc, soit ils réservent des parcelles, ils les commandent, ils peuvent faire des abattages anticipés et stocker les bois. Alors, je tiens à préciser que le stockage des bois, en tout cas pour les charpentes médiévales, c'est rarissime. Donc, parce que forcément, en bois, ça finit par sécher. Mais, et puis à pourrir, tout simplement. Donc, donc c'est pour ça qu'on évite quand même le séchage. Mais dans certains cas de figure, comme à la cathédrale de Poitiers, à la cathédrale de Bourges, à la cathédrale de Tours, à la cathédrale de Sens, on a eu du stockage. Parfois sur une dizaine d'années, parfois plus, quinzaine, vingtaine d'années. Donc c'est quand même assez troublant parce que bon, on se disait, mais comment on peut stocker des bois aussi longtemps avant le Sur, chantier? sur une dizaine d'années quand même. Oui, oui, sur une dizaine D'accord. d'années. Donc en fait, on le sait, hein, parce que la chronologie est imparable. Et on sait très bien que le chantier, il s'est fait en une seule étape et que tous ces bois qui étaient stockés sur 15-20 ans parfois, ont été tous mélangés. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas de doute possible. Et que, Ils étaient stockés déjà taillés ou stockés en bois non. d'œuvre? Alors on ne pense pas qu'ils étaient taillés. D'accord. On pense qu'ils étaient stockés à l'état de grume. Et D'accord. on pense qu'ils étaient stockés dans la forêt. D'accord. On pense qu'ils étaient stockés dans un endroit frais et humide Hum, et ventilé. Donc, on ne stockait pas du chêne comme ça n'importe comment. hum, Donc il y avait vraiment, en plus, ça coûtait cher. oui. Donc en fait, ce qui s'est passé pour plusieurs cathédrales, c'est qu'il y a eu,
en approvisionnement, enfin en financement du chantier, un peu au coup par coup. Ah oui. C'est-à-dire que c'était des donations en général. Donc, il y avait un petit seigneur local qui, euh, qui a donné à l'évêque, enfin à l'évêché, une coupe. Le propriétaire forestier, et là, il a fait une grosse coupe là pour son château, et puis il a dit, bah tiens, je vais donner, allez, une vingtaine de chênes, ou une cinquantaine de chênes qui provient de ma coupe pour la cathédrale. Mm. Voilà, voilà. 3 ans plus tard, sur une autre forêt, il y a un autre seigneur qui va dire, bah tiens, moi, je fais aussi une coupe là, paf, je vais donner, allez, une quinzaine de chênes, et ainsi de suite. Donc comme ça, on a plusieurs coupes dans des parcelles différentes. Ou bien c'est l'évêché lui-même qui, dans son massif forestier, pareil, pour des financements d'autres chantiers, vont profiter de certaines coupes pour stocker, commencer à stocker du bois pour la cathédrale, pour le chantier de la cathédrale. Et comme ça, on voit qu'on a une multitude de petites coupes qui s'amoncellent, mais avec des bois qui sont stockés, mais qui, étrangement, sont tous parfaitement calibrés pour la Mm. charpente. Donc, c'est pas des n'importe quel bois qui sont abattus, c'est vraiment des bois qui sont tous les mêmes. D'accord. Donc, mais en même temps, quand on a affaire à du taillis de chêne, hein, tous les bois qui sont dans ces taillis sont tous les mêmes. Ouais. Donc, c'est pratique, hein. Donc, c'est toujours des bois de 25 centimètres de diamètre en général, qui sont de véritables perches. Et ces bois-là, bon, on les rencontre aussi dans les châteaux, dans les abbayes, Mm. dans les logis seigneuriaux et dans les cathédrales. Sauf que bon, ils sont parfaitement beaucoup plus hauts. Mais Mm. donc on a voilà donc ce stockage. Donc ça, c'est assez important. Donc première étape, anticipation des approvisionnements. Et puis donc le chantier de la cathédrale, les maçonneries continuent, s'achèvent, et on se rend compte, notamment sur plusieurs cas de figure, que on attend en fait d'avoir quasiment tout un gros vaisseau Mm. achevé. Donc soit tout le chœur, soit le chœur et la nef, d'un seul tenant. Donc on attend vraiment que tout soit terminé. Donc en attendant que tout soit terminé, eh bien on met une toiture provisoire, Mm. puisque on se rend compte, dans plein de cas de figure, qu'on a déjà des offices Ah oui. dans la cathédrale. On D'accord. a déjà des chants, des cultes qui se pratiquent, puisque là on a des textes Mm. qui mentionnent que bon là on a déjà des offices qui sont pratiqués parfois 20 ans avant la pose de la charpente. D'accord. Donc on avait des toitures provisoires Mm. et dont on a parfois des traces, comme à la cathédrale de Poitiers, où on a encore des vestiges, des négatifs de cette toiture provisoire, qui étaient des petites toitures, qui étaient vraiment des petits ouvrages, Mm. qui n'étaient pas bien sûr cette grande charpente qu'on a aujourd'hui, mais qui permettaient de couvrir en fait tout le vaisseau en Mm. attendant que tout le chantier de la cathédrale, quasiment toutes les maçonneries soient quasiment terminées pour pouvoir vraiment construire et poser la charpente, la grande charpente. Et il faut bien aussi savoir que euh, au moment où ils vont commencer à construire la charpente, les voûtes ne sont pas encore construites. Mm. Les voûtes vont être construites après la pose de la charpente. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop compliqué, hein, de construire des voûtes, sachant qu'on a des petites toitures provisoires au-dessus. Il suffit d'une tempête, voilà, tout s'écroule, il va pleuvoir sur les voûtes et il faudra tout recommencer. Ils auraient Et pu, surtout, c'est qu'il faut. ouais. Pardon. Ils auraient pu utiliser la charpente pour lever des éléments de la voûte, ou pas Mais spécialement. voilà, il y a aussi le fait d'avoir une grande toiture qui est achevée, qui est quand même beaucoup plus sécurisant Mm. pour les maçons, pour pouvoir lever Mm. des éléments des voûtes, poser aussi des engins de levage, poser des planchers provisoires, Mm. des planchers de travail aussi pour pouvoir travailler en dessous, Mm. en toute sécurité. Très Donc intéressant. bref, donc on arrive à notre achèvement des maçonneries. Donc là, quand on arrive quasiment à l'achèvement des toits, eh bien en fait, ils font la dernière coupe d'approvisionnement du chantier pour compléter tout le stock. Donc en général, ce stock de bois qui était anticipé 15-20 ans avant, eh bien parfois ça représente même pas 30% des besoins de la charpente. Et donc là, plom, on fait une énorme coupe de Mm. battage. Parfois en une fois, 2 fois, 3 fois.
Mm. Donc ça dépend du temps du chantier que ça va prendre de réaliser la grande charpente. Parfois, la réalisation de cette grande charpente, ça peut se faire en 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans. Donc c'est vraiment des temps qui sont quand même relativement courts. Mm, mm, Parce qu'il faut bien comprendre que quand on fait un chantier de charpenterie pour une charpente de cathédrale, eh bien, on peut imaginer un chantier d'une vingtaine de charpentiers, voire 30 maximum, mais pas plus. Donc avec ce genre d'équipe, sachant qu'il faut tailler les bois, lever la charpente, déplacer les échafaudages et recommencer, eh bien, avec voilà, un chantier d'une vingtaine de gars, voilà, on est à peu près dans la moyenne, je pense. Donc, il faut bien comprendre que donc, on a une dernière coupe d'abattage donc, qui sera donc, avec des bois qui vont correspondre bien évidemment aux besoins de charpentier au plus près et qui va être mélangé à tous ces bois qui auront été stockés préalablement. Donc là, on a, avec tous ces bois, on commence à tailler la charpente. Donc bien évidemment, la taille de cette grande charpente va se faire par étapes, hein. On va pas réaliser toute la charpente du vaisseau qui fait 100 mètres de long en une seule étape, hein. On va d'abord peut-être en tiers de la nef, ensuite voilà, la nef plus transept, ensuite transept plus le chœur, etc. Donc ça se fait par grandes étapes. Et donc à chaque nouvelle étape, on refait encore une coupe d'abattage, et ainsi de suite. Donc ça se fait de façon successive, mais dans un temps relativement court cette fois-ci. Donc là, l'évêché met tous les moyens, quasiment. Il a économisé pendant quand même assez longtemps. Il avait stocké du bois d'œuvre. Et donc on devine aussi qu'il avait économisé des deniers, hein, pour pouvoir payer tous ces charpentiers en une seule étape. Parce que là, il ne faut plus s'arrêter. Et donc on commence. Donc les charpentiers prévoient donc l'abattage pour, on va dire, une vingtaine de fermes, une trentaine de fermes. Ok. Donc ça va faire, je sais pas, ça va faire ouais, 25 mètres à peu près. Donc on a donc d'abord donc on a des équipes qui vont tailler les fermes les unes après les autres au sol. Donc toute cette partie de la charpente qui est prévue de se faire au cours de l'année. Donc en fait le chantier va commencer, donc les abattages se font durant l'automne-hiver et le chantier débute quasiment juste après, c'est-à-dire au premier jour du printemps. Donc on commence par la taille. Donc les fermes sont taillées les unes après les autres. Donc chaque ferme va être numérotée, chaque bois de chaque ferme également, avec le numéro de la ferme, et tous ces bois vont être stockés au fur et à mesure que les fermes vont être réalisées au sol. Une fois que toutes les fermes de l'ouvrage a réalisé, donc sur, on va dire, 2 à 3 grandes travées de l'édifice, une fois que toutes ces fermes sont taillées au sol, euh, notre équipe aura en parallèle monté un échafaudage sur toute la longueur de ces travées, ces 3 travées. Une fois que, et cet échafaudage-là, en fait, il va être à la hauteur euh, du haut des murs, c'est-à-dire à la hauteur de la charpente. Donc on va poser en haut de ce plancher de travail, donc qui est posé sur un échafaudage qui ne descendait pas forcément jusqu'au sol, hein. L'échafaudage, on pouvait très bien le faire tenir sur les murs gouttereaux, là, à travers des très longues perches embutées contre le triforium, ou dans des trous de boulot. Donc voilà, sur cet échafaudage, on a un très vaste plancher de travail qui permet aux charpentiers de travailler en toute sécurité. Donc, en haut de cet échafaudage, du haut de cet échafaudage, on va mettre en engin, donc ça va être en petit engin, hein, ça peut être une petite cage d'écureuil, mais pas forcément, hein, c'est pas nécessaire que ce soit aussi gros. On peut très bien avoir aussi des chèvres. En tout cas, un petit engin ou un singe, voilà, qui permet de monter les poutres les unes après les autres. Donc, les poutres sont montées en haut de l'échafaudage, stockées. Donc là, on va monter tous les bois d'une travée de charpente.
Et là, sur ce plancher de travail, on va réassembler une ferme, la première ferme de la charpente. Et hop, une fois qu'elle est réassemblée au sol, donc en fait, on réassemble la ferme donc, sur ce plancher donc à plat. Donc là, on enfonce les chevilles verticalement, comme ça. Donc on assemble les bois en fonction des marques d'assemblage, hein. On les réidentifie en fonction de leur marque. Et donc, une fois que la ferme est complètement réassemblée, on la lève, on la dresse à la verticale. Donc là, on peut utiliser effectivement une grande chèvre. Et une fois qu'elle est dressée à la verticale, mais on refait la même chose pour la ferme numéro 2, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On la lève. Et une fois que on a fait ça pour une travée, bah, on monte les bois de la travée suivante, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a monté toute cette charpente, donc, et au fur et à mesure qu'on lève les fermes, eh bien, on la contrevente. Contrevente les fermes avec des perches provisoires, en attendant de pouvoir mettre le latis de la couverture et de poser les matériaux de couverture qui se fait aussitôt. On profite des échafaudages pour aussi monter les matériaux de couverture et commencer à latter la charpente qui se fait aussitôt. Et une fois que on va dire, nos trois travées de charpente sont montées sur toute la longueur de notre plancher de travail, c'est terminé, que la couverture est posée, eh bien, on descend notre échafaudage et on le redéplace sur les trois travées suivantes. Et là, on repart pour une nouvelle étape du chantier. On va refaire des abattages. Donc là, en général, une année s'est passée. Enfin, on va dire que le chantier s'arrête durant l'automne. Voilà, à la fin de l'été, début de l'automne. Voilà, c'est terminé. Et on se lance sur une nouvelle étape du chantier. Et là, on recommence les abattages pour les trois travées suivantes. Là, donc là, en théorie, il n'y a plus les bois stockés, puisqu'ils ont déjà été consommés euh, pour les premières travées. Et on recommence. Donc là, on remonte au nouveau plancher de travail, et ainsi de suite. Tac, tac, tac. Et en général, donc la numérotation qu'on a des fermes, eh bien, elle répond un peu de ces étapes du chantier. Donc soit on recommence avec une nouvelle numérotation, soit voilà, on a quelques petites différences, mais en général, ces étapes du chantier qui se font pourtant dans la continuité, d'année en année, en fait. Parce que si vous avez voilà, 100 mètres de longueur de cathédrale, ben, vous voyez qu'il faut quand même à peu près 3 4 ans pour couvrir tout le vaisseau. Donc il peut arriver qu'on ait un arrêt de chantier, un accident assez grave, enfin pas un accident, mais un événement politique qui fait que le chantier s'arrête. Dans ce cas-là, on a, voilà, les charpentiers repartent chez eux et on cloisonne le comble avec une cloison provisoire, qui est une cloison en pan de bois, là qu'on rencontre assez souvent, en général, dans les cathédrales, parce que c'est assez souvent que voilà, il y a ce genre d'incident, voilà, soit parce qu'il n'y a plus de financement, soit il y a un événement politique, voilà, un départ en croisade, ce genre de choses. Voilà. Donc, on peut avoir ce genre de choses. Mais bon, dans le cas idéal, on continue le chantier, il ne s'arrête pas. Donc voilà, et on arrive comme ça à la fin du chantier. Voilà en gros, voilà le process du montage d'un chantier. Puis une fois que toute la charpente est posée, eh bien, on va utiliser cette nouvelle charpente, pour aussi lever les voûtes qui sont donc en dessous, qui vont pouvoir être construites à l'abri et en toute sécurité aussi. Très intéressant. Et sur la partie engin de levage, alors je sais qu'on a un peu qu'on a beaucoup de reproductions d'engins de siège qui sont un peu dans les châteaux, un peu partout, mais sur les engins de levage, j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins. Et surtout qu'il y a aussi assez peu de traces au final, aussi assez peu de sources. Eh bien, alors si, on a quand même pas mal de textes qui mentionnent ça dans les comptes de fabrique, hein. On a beaucoup d'engins qui sont décrits, Mm, hein, parfois très précisément, puisqu'on avait affaire aussi à des spécialistes, hein, des ingénieurs. mm, Ça vient du mot engin, donc c'est vraiment voilà, des gens qui étaient spécialisés dans la fabrication des engins. On avait aussi, qui est intéressant sur les chantiers de cathédrale, en général, comme c'est des chantiers qui servaient, enfin, on avait quand même genre des ateliers mm. permanents, que ce soit pour le chantier de la construction,
pour la maçonnerie, pour la charpente, pour les matériaux de couverture, pour les tours, parce qu'en général, après les vaisseaux, il fallait terminer les tours de façade. Donc on avait en général des engins qui étaient nichés dans les tours et qui restaient là ad vitam aeternam, Mmh. quasiment. Et souvent, parfois, on a encore des engins qui sont en place. Mmh. Et on a encore des engins dans certaines cathédrales qui sont d'époque médiévale et qui sont toujours là. Et qui, bon, ne datent pas forcément du XIIIe siècle, mais parce qu'il fallait toujours un engin Mmh. pour alimenter tous ces chantiers de construction, mais aussi d'entretien. Mmh. Une fois que la cathédrale était terminée, bah, en fait, elle était quasiment jamais terminée. Il y avait encore Mmh. des ateliers, des reconstructions, des projets de rénovation. Là, on redémontait, on reconstruisait, etc. Donc, en fait, souvent, il y avait toujours un engin qui perdurait. Voilà. Mais en tout cas, pour un chantier de construction, on avait des engins qui suivaient le montage de la charpente. Mmh. Ceux-là, malheureusement, on les a plus, mais on a parfois des négatifs. D'accord. On les a, donc c'est parfois, c'était pas des gros engins, hein. On a notamment des treuils qui sont fixés à des poutres, notamment à des poinçons, des pièces verticales centrales, ou directement à des entrées. Et donc là, on a effectivement les négatifs, hein, pour le moyeu de l'axe de ce treuil. Et voilà, donc c'est voilà. Et en fait, on a des manivelles, des grosses manivelles, et avec deux bras de manivelle, ben, on pouvait effectivement lever, ben, une grosse poutre, enfin, Mmh. cela suffisait pour pouvoir lever pièce après pièce. Donc en fait, voilà, on ne levait pas les charpentes avec des fermes toutes assemblées depuis le sol jusqu'en haut, Ouais. comme on a pu l'imaginer parfois. Non, non, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace Mmh. que ça, avec élément par élément. C'est pas forcément des gros engins. Mmh. Donc, mais pour autant, on a dans certaines cathédrales encore des cages, des cages d'écureuils. Mmh. Donc là, c'est peut-être pour des matériaux, alors on ne sait pas trop, peut-être du plomb. Ah oui. Donc là, on ne sait pas, il y a pas trop d'études vraiment sur ces engins spécifiques, Mmh. mais bon, en tout cas, il y a vraiment un bon sujet de recherche là-dessus, parce Ouais. que on a encore des engins qui sont parfaitement conservés, qui méritent d'être étudiés. Mmh. Dans certaines cathédrales, C'est peut-être la différence qu'on a entre la période antique et médiévale sur la taille des engins. J'ai l'impression que sur les engins antiques, je pense aux bas-reliefs des Aétéries, on a des engins de levage qui ont l'air gigantesques. oui, 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 je pense que. Alors, on a aussi des engins, des grues notamment, qui sont sur la cathédrale, qui sont énormes. Mmh. Alors, elles sont énormes parce qu'en fait, il y avait un souci, c'était notamment la portée du bras. Mmh. Parce que comme on avait des ateliers au pied, on avait des éléments sculptés, des gargouilles, des pinacles, etc., des chapelles latérales, en fait, il fallait des bras qui puissent aller très très loin. Mmh. Mmh. Et c'était un peu l'obstacle. Du coup, il fallait quand même des engins assez Mmh. sophistiqués pour pouvoir lever des matériaux, puis ensuite pouvoir déporter ces matériaux et les déposer au bon endroit. Mmh. Et sachant qu'il fallait aussi que ces groupes puissent être un peu mobiles et Oui, être déplacés. Donc, il y a voilà, il y a quand même toute une sophistication de ces éléments. très intéressant. Je me souviens quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans vos ouvrages, c'était la différence entre outils à percussion lancée et outils à percussion frappée. Moi, je me souviens, c'est la première fois que j'ai entendu ça, c'était vraiment, vraiment chez vous. Vous pourriez nous parler un peu de ces différences? Pour les haches, vous voulez dire? Oui, parce que je me souviens vraiment que vous aviez employé ces deux termes, outils à percussion lancée, outils à percussion frappée, qui avaient vraiment ces deux dimensions. En fait, ça touche aussi la taille de pierre, quelque part. Bah, peut-être que oui, c'est notamment le ciseau. Hum, Oui, hum, ça, hum, on est obligé de le frapper. Et lancer, bah, en fait, je pense notamment à la hache. hum. Ou, enfin, on ne lance pas la hache, Oui, bien oui, évidemment. oui. On peut le faire, mais Parce un que peu par plus exemple, je compliqué. pense l'usage de la hache, enfin, je vais peut-être préciser enfin, l'usage de la hache euh, en charpente, j'ai l'impression qu'on le retrouve aussi un peu en taille de pierre. On voit beaucoup d'ornementation avec un pic, et qu'au final, l'usage de marteau-ciseau, c'est vraiment sur la fin de l'ouvrage, quoi. Oui, alors en fait, il y a dans l'équarrissage, il y a effectivement différentes pratiques d'équarrissage. Il y a vraiment ce qu'on peut appeler
l'ébauchage, enfin les dégrossissages. Vraiment, on va faire des grosses haches qui sont pas qui sont pas du tout des Doloirs, hein. C'est des haches avec un double biseau Mmh. et qui permet vraiment de dégrossir le bois et qui permet voilà c'est que vraiment quand on a beaucoup de matière à retirer, ce qui n'est pas forcément euh, souvent le cas au 12e, 13e siècle. Et ensuite l'équarrissage qui est vraiment là une lame avec un seul biseau qui permet vraiment de blanchir la face et d'avoir une surface très très plane après. Donc euh, là qui est vraiment un travail presque de finition. Mmh, mmh, mmh. Alors, on a différentes, bien évidemment, types de haches. On a différentes qualités d'équarrissage aussi Mmh. selon les époques. Ah Ce oui. qui est intéressant de voir, c'est que on a, en tout cas pour le XIIIe siècle, une qualité d'équarrissage qui est très surprenante, puisque vous passez la main sur les bois, vous sentez quasiment rien. Mmh. Même en lumière rasante, vous avez parfois du mal à voir ce qu'on appelle les cupules, c'est-à-dire les traces laissées par le coup de la hache, tellement le bois il était aplani. Mmh. Très bien. Et pour autant, à partir on va dire de 2 siècles après, au XVe siècle, on va avoir une qualité d'équarrissage qui va être complètement différente. Alors c'est peut-être lié bien évidemment à l'IH avec double biseau qu'on utilise davantage, puisque là on a des cupules qui sont beaucoup plus profondes. Et c'est à cela qu'on reconnaît souvent les différentes qualités d'équarrissage selon les périodes. Quand on est dans des charpentes, qu'il faut essayer de dater les bois, on n'est pas sûr. Et souvent quand vous voyez voilà, en fait, là, en bois du XIIIe siècle, ça se reconnaît tout de suite. C'est vraiment une qualité vraiment très très propre. Et voilà, il y a vraiment une gestuelle aussi qui est parfaitement maîtrisée, avec des deloirs qui sont voilà, qui ne se confondent pas avec ce qu'on peut avoir à la fin du Moyen Âge. Et encore moins avec la période moderne. Déjà, on a beaucoup moins d'équarrissage, on a beaucoup plus de sciage, on a encore de l'équarrissage, hein, mais là, c'est beaucoup plus brutal, on va dire. Mmh. Donc là, on a des cupules qui sont très profondes, beaucoup plus irréguliers. Ça se reconnaît tout de suite. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut dire que les charpentiers médiévaux étaient aussi des ingénieurs, capables pour la conception des engins, la conception des charpentes, où ça fait vraiment partie de la corporation des charpentiers? Alors, faut bien, je pense que pas, Pas on va mélanger pas les termes. mélanger les charpentiers avec les engins, avec les ingénieurs, on va dire, parce que c'est Mhm. vraiment c'est vraiment un métier à part, on va dire, le terme d'ingénieur, dans le terme, dans le sens où voilà, c'était des concepteurs d'engins. Parce que je pense que c'était vraiment un métier à part. Alors après, ça pouvait être c'était des charpentiers, bien évidemment, mais c'était je pense qu'il pouvait y avoir sur des chantiers des maîtres d'œuvre qui étaient aussi concepteurs d'engins. Je pense que après, bon, c'est très difficile, hein, les textes ne nous disent pas tout. Donc on peut bien évidemment s'imaginer que des très grands maîtres d'œuvre pouvaient être aussi des ingénieurs. Et qu'il n'était pas inconcevable, voilà, qu'ils étaient à même en état de pouvoir imaginer voilà, le mécanisme d'un grand engin. Ceci dit, on a bien spécifié dans des textes qu'on a affaire à des ingénieurs. Pour revenir à votre question concernant le fait qu'on est quand même au XIIIe siècle, on a affaire à des charpentes qui sont parfois extrêmement complexes. Donc oui, on a affaire à des savoir-faire techniques d'une très grande complexité. Notamment quand on a affaire à des charpentes de cathédrales, mais pas que, hein. On a aussi des charpentes de beffroi, des charpentes de flèches, hein. On a même en milieu rural, on a dans les églises, donc quasiment dans toutes les églises, parfois dès le XIIIe siècle, on avait des beffrois qui étaient surmontés de flèches, parfois extrêmement hautes et pointues, hein. Maintenant, c'est avéré, hein. On a des charpentes qui ont été datées par dendrochronologie, notamment en Normandie. On a des flèches qui sont extrêmement hautes et très pointues, hein, qui sont d'époque, qui sont du début du XIIIe siècle, et à l'intérieur duquel nous avons un beffroi pour porter les cloches quand elles se mettaient en branle, bah, tout ça, ça bougeait. Et pour autant, 800 ans après, c'est toujours en place. Et on a là des techniques d'assemblage hyper sophistiquées. Là, on a toujours du mi-bois, on a des embrèvements, on a plein de trucs. On a des écharpes croisées, on a voilà, des systèmes d'enrayure parfaitement réalisés.
avec du bois de parfaite qualité, des choses flexibles, très flexibles. Et c'est en cela qu'on a quand même affaire à un niveau quand même de compétence assez remarquable qu'on aura un peu du mal à retrouver dans les siècles après. Alors, j'ai toujours un peu le défaut d'imaginer que le XIIIe siècle, c'est le siècle d'or de la charpenterie. Alors, bien évidemment, on a continué à faire des chefs-d'œuvre, hein. La charpente à Versailles, au XVIIe, XVIIIe siècle, on a continué à faire des très belles charpentes, très complexes, mais en règle générale, quand même, la qualité, le XIIIe siècle, c'est là où on a quand même euh, le- le- une continuité peu entre euh, la technicité d'assemblage parfaitement maîtrisée, la complexité de structure assez prodigieuse qu'on peut avoir notamment dans des charpentes de cathédrale, et puis aussi la qualité du bois avec une maîtrise, une gestion sylvicole qui fait que là, on a la connexion des trois éléments. Vous voyez, c'est presque la Sainte Trinité. Ouais. On a, on a ces trois éléments qui se rejoignent, qu'on ne retrouvera pas après. Alors après, au XVIIe, XVIIIe siècle, on peut avoir de très beaux ouvrages, très complexes, mais on n'a pas des bois de bonne qualité. Et au niveau des techniques d'assemblage, c'est plus tout ça. Parce que là, on commence à utiliser massivement des éléments en métal à la charpente. Hmm. Quand on commence à utiliser le métal dans les assemblages, c'est pour compenser des défauts. D'accord. C'est pour renforcer, parce que les bois sont surdimensionnés, sont inadaptés, on commence à mettre des étriers un peu partout, etc. Et donc là, c'est parce que, bon, on commence à se reposer un peu trop sur le métal. Alors bien évidemment, on peut considérer ça comme une amélioration des techniques, puisqu'on rajoute encore un élément technique dedans, mais au contraire, ça vient hum, masquer un défaut, on va dire, des techniques d'assemblage. Et il est vrai que dans dans ces charpentes d'époque moderne, on a quand même beaucoup de défauts, beaucoup de déformations des structures. Et il est parfois assez étonnant de voir, sur des chantiers de monuments historiques, de voir que souvent il y a plus de travail à faire sur des charpentes d'époque moderne que sur des charpentes du XIIIe siècle. Ah oui, très intéressant. Très intéressant. C'est à partir de quelle époque à peu près qu'on voit l'utilisation massive du métal? Je veux dire Renaissance? Oh, Ou surtout l'époque moderne, époque à moderne? partir du Mm. 17e, 18e siècle. D'accord, Et on ça en a marche. déjà au XVIe, hein. Ah Ça oui. commence à apparaître vraiment. Bon, les tout premiers témoignages, c'est dans la seconde moitié du XIIIe siècle, hein. Parce que bon, là, on a affaire parfois à des ateliers sur des grands chantiers. On a aussi des ateliers où on a de la ferronnerie. Voilà. Du coup, les gars, je pense qu'ils en ont profité. Mm. Mais bon, ils n'en avaient pas forcément besoin. Mais Oui, oui, bon, mais là où on a vraiment un usage assez massif du métal, c'est à partir ouais, du XVIIe, XVIIIe siècle. d'accord. Très intéressant. Très intéressant. Alors, j'ai une autre question sur... encore deux questions et après, je pense que ça sera bon. Sur l'aspect iconographique. Alors, est-ce qu'il y a des traces archéologiques ou iconographiques qui nous permettent de reconstituer fidèlement les machines de levage? Oui, ah oui, oui, oui. On a même un charpentier tchèque qui a reconstruit des engins de levage à l'identique, Hmm. notamment des cages d'écureuil, Oui. selon, d'après justement des manuscrits et des enluminures, des représentations qui étaient faites au Moyen Âge. Donc oui, et ces engins-là, ces techniques-là, ces savoir-faire ont été utilisés notamment à Guédelon, Ouais, où ça s'était restitué aussi d'après des enluminures. très Donc il y a intéressant. enfin, des représentations iconographiques. Hmm. Et sur le chantier de Guédelon, vous êtes intervenu ou ça a été pas spécialement? Ah oui, 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 je suis intervenu, je fais toujours partie du conseil scientifique de Guédelon et la grande charpente que vous voyez dans le logis, c'est une charpente que j'ai dessinée. D'accord. Et en fait, ça a été un grand chantier d'expérimentation puisque Hmm. là, on a vraiment fait un chantier type du XIIIe siècle. C'est-à-dire Ouais. qu'on a non seulement reproduit une charpente du XIIIe siècle avec les mêmes techniques Hmm. d'assemblage,
avec les mêmes techniques d'équarrissage, Mmh. mais avec les petits démarquages, les mêmes Mmh. haches, etc. Euh, et on a aussi utilisé aussi des bois qui étaient aussi de la même qualité. Ah oui, très intéressant. On a fait en sorte à vraiment respecter au plus près Mmh. tout ce qu'on connaissait du XIIIe siècle pour Très refaire cette intéressant. charpente. Notamment sur le levage, comme vous disiez, au fur et à mesure. Alors, sur le levage, c'était très intéressant parce que là, Mmh. on a appliqué, en fait, cette idée du plancher de travail avec ce Mmh. levage de ferme par ferme, en fait, c'est quelque chose qui est apparu c'est une solution Ah oui. qui était avant une hypothèse de travail, mais qui a été expérimentée à Guédelon pour la première fois Mmh. et qui s'est avérée être vraiment le plus efficace. D'accord. Alors, comment est-ce que cette solution de levage a été trouvée? Mmh, 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 mmh. Là, il faut redonner toute la gloire et le lustre au chef charpentier Mmh. de Guédelon, qui en fait a lui trouvé Mmh. cette solution. Puisque faut bien savoir qu'à Guédelon, on avait euh, plusieurs charpentiers Mmh. qui s'étaient formés à Guédelon Et oui. et qui n'avaient pas un peu l'esprit pollué par toutes ces techniques contemporaines et qui savait faire de l'équarrissage médiéval, Mmh. qui travaillait le bois, mais parfaitement comme au ménage, qui avait l'habitude des engins de levage. Mmh. Voilà. En fait, ces gars-là, en fait, ils savaient travailler comme au Moyen Âge. Mmh. Mais il y avait une inconnue, Mmh. c'était le levage. Donc moi, je n'ai rien dit. Je me suis tenu à l'écart et j'ai laissé chef charpentier qui s'appelle Nicolas euh, l'initiative de pouvoir trouver la solution. Et un beau jour, il m'a appelé, il m'a dit, c'est bon, j'ai trouvé la solution, on va Mmh. mettre au plancher de travail, on va lever les fermes sur ce plancher de travail, on va lever comme ça, puis ainsi de suite. Et là, je lui ai dit, mais bien évidemment, bien évidemment. Et c'est là où en fait ça a ricoché dans ma tête et tout de suite je me dis, mais oui, mais ça correspond aux traces qu'on a ici, là dans cette charpente, Mmh. ça correspond à ces traces-là. Là, ça répond effectivement. En fait, tout le puzzle était en train de s'assembler. En fait, toutes les énigmes qu'on avait, pof, pof, elles disparaissaient, et toutes les traces archéologiques qu'on avait, en fait, prenaient sens par rapport à cette solution technique. Mmh. Donc, c'est là où aussi l'expérimentation de Guédelon a été très importante pour comprendre aussi le processus de levage de ces Mmh. charpentes médiévales. Très intéressant. Alors pour conclure, que reste-t-il, selon vous, dans l'esprit de l'esprit des bâtisseurs médiévaux dans le monde contemporain? Pas Pas, grand-chose. pas grand-chose. Pas grand-chose parce que le XXe siècle est passé par là. Mmh. On est dans des logiques totalement industrielles. Et puis, voilà, le traitement des matériaux, enfin, en parlant de charpenterie, à part effectivement les charpentiers et carisseurs qui veulent refaire des charpentes à l'ancienne, c'est-à-dire s'approvisionner directement en forêt, c'est-à-dire se reconnecter quasiment à la source d'approvisionnement dans le chantier de charpenterie, tel qu'on le faisait au Moyen Âge, mais qu'on le faisait quasiment jusqu'au XIXe siècle. Eh bien, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le XXe siècle, avec l'idée de voilà qu'il fallait passer par l'étape Syrie, ce qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, alors, il y a pas, la plupart des entreprises de charpente passent commande directement à une scierie, et en fait, c'est la scierie qui va s'approvisionner en forêt, mais le Mmh. charpentier, il va pas en forêt. Ouais. Donc, c'est très rare quand ce cas de figure se présente. Or là, au Moyen Âge, ben, l'un n'allait pas sans l'autre. On voulait faire une charpente, bah, on allait dans la forêt, on regardait les parcelles forestières, les peuplements, voilà, et puis on achetait voilà, la parcelle qui convenait, et puis on faisait l'abattage. Mmh. Et puis on approvisionnait le chantier directement, on abattait ce qui était nécessaire. Mmh. Vous voyez, et en fait, il faudrait revenir à la source. Mmh. C'est en cela que je comprends ces jeunes charpentiers qui veulent retravailler la hache à l'ancienne, que ça a vraiment du sens, Et oui. et qu'il est nécessaire de reconnecter le charpentier à la forêt. Mmh. Parce que c'est en cela aussi que l'ouvrage définitif reprendra du sens Mmh. aussi. Parce que un ouvrage, une charpente, c'est non seulement le reflet d'une conception, d'une pensée d'un maître d'œuvre Mmh. pour répondre à un besoin, à une attente, à
une représentation sociale, vous voyez, mais ça répond aussi d'un terroir, ça répond aussi d'un savoir-faire technique local, donc d'un savoir-faire local, parfois avec aussi une tradition très locale qui se retrouve dans le bâtiment avec voilà, des formes particulières, des sculptures particulières, mais ça répond aussi de la forêt, c'est-à-dire qu'à travers un bâtiment, on voit la forêt. Oui. À travers une charpente, on voit la forêt. Mhm. Donc, et en fait, il faut que ce lien euh, existe encore. Et on voit très bien dans les bâtiments agricoles d'époque moderne, du XVIIIe siècle, on voit l'état de la forêt. C'est-à-dire qu'on voit des bois qui sont complètement courts, très noueux. Voilà, on sait que ces bois-là, bah, ils viennent en fait du bocage, parce que la forêt, elle n'existe plus tout autour. Et voilà, en fait, on voit que certains ouvrages, certains bâtiments, quand on voit des bois qui sont surépaissis, très énormes, très droits, bon, là, on a affaire à une futaie. On voit la forêt. En fait, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans les bâtiments? On voit que des boissiers, tous les mêmes, tous les mêmes. On voit plus rien, en fait, on voit l'industrie. Donc, en fait, ce qu'on voit à travers un bâtiment, quelque part, c'est une transparence, vous voyez. Ça répond, en savoir-faire technique, ça répond du terroir, ça dépend aussi d'une ressource forestière qu'on se doit, nous, les hommes, dire voilà, de respecter. Et plus ce respect est prégnant, plus il est présent, plus voilà, l'homme se fait humble devant son ouvrage en utilisant le moins d'outils parfois inutiles, hein, disons-le, mais des outils manuels, plus on respectera aussi le matériau, plus on respectera aussi la forêt, plus on respectera aussi ce sens hein, qui doit transparaître à travers un bâtiment. Très intéressant. Écoutez, merci beaucoup Frédéric Kepo. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Je pense qu'on pourrait faire... chaque question pourrait faire une petite conférence, je pense. Mais merci beaucoup, c'était vraiment très très enrichissant. Écoutez, on se retrouve De très rien. bientôt sur la chaîne et puis un grand merci à vous.